Bien, bonsoir à tous. Nous allons ouvrir ce rendez-vous critique qui, avec un menu extrêmement chargé, Biennale de l'architecture de Venise oblige. Nous aurons aussi au palmarès quelques bâtiments hors Venise, hors lagune, devrais-je dire, s'agissant de la résidence universitaire de Chris Marker d'Éric Lapierre, de l'hippodrome de Longchamp, nouvelle formule avec Dominique Perrault, et puis une série de bâtiments. J'ai demandé à tous les critiques, puisque on n'avait pas réussi à voir tous les bâtiments ensemble, eh bien, de proposer un bâtiment dont ils voulaient parler. Donc nous parlerons du musée de la Romanité, de l'extension de la Royal Academy of Arts à Londres, du film Big Time à la gloire de Bjerkingels, de l'îlot A3 de Lyon Confluence, de Herzog de Meuron, et puis pour finir le Blocks, donc la dernière œuvre de Loma à Copenhague. Alors la Biennale de Venise, elle a été ouverte depuis le 25 mai sur le thème de Free Space, sur une idée des Grafton, c'est-à-dire Sheila McNamara et Yvonne Farrell, des excellentes architectes. On se souvient du bâtiment d'angle de l'université de la Bocconi à Milan, par exemple. Et donc cette année, après Reporting from the Front, qui célébrait l'engagement de l'architecte sur toute la planète selon un scénario d'Aravena, voici donc le Free Space. C'est-à-dire un thème extrêmement large, on peut tout y mettre et autres. J'imagine que ça va provoquer des commentaires ici et là sur cette idée de mais où est donc la liberté de l'espace? Qu'est-ce que c'est qu'un espace libre? C'est toute la grande question. Alors je crois pouvoir dire déjà, avant d'entendre mes camarades, que cette biennale ne restera pas dans les annales quoi qu'il en soit, comparativement, je veux dire, à celle de Portoghesi en 1980, Presence of the Past, de Fuksas en 2000, Less Aesthetics, More Ethics, rappelons-nous bien, et puis de Colas en 2014, Fundamentals. Voilà, une biennale riche néanmoins, avec toujours des surprises, des pavillons très forts. Alors je vais très vite faire un petit assortiment, et évidemment je ne demande qu'à être déjugé par mes camarades, et au contraire on va voir qu'est-ce qu'ils vont nous dire sur ces questions-là. C'est la première présence du Vatican à la Biennale d'architecture, avec 11 chapelles sur l'île San Giorgio Maggiore. C'est une présence chinoise remarquée pour un focus particulier sur le thème de la ruralité, on va y revenir, une présence britannique très radicale et néanmoins critique du Brexit, une présence portugaise très classique qui s'attache à démontrer la valeur d'excellence de l'architecture sur le thème Public Without Rhetoric, c'est-à-dire surtout pas de bavardage, juste le projet, et une présence catalane dans le off comme d'habitude, mais recentrée cette fois sur les RCR, on en parlera, qu'est-ce que ça veut dire? Une présence française très dynamique enfin, avec le pavillon conçu par Encore Heureux sur le thème des lieux infinis. Bref, un lion d'or qui a été décerné au pavillon suisse Svizzera 240, qui dans son installation somme toute très ludique, suivant un concept de Milena Burchwalder, est une critique du carcan normatif de l'espace domestique. Alors, qui ouvre le feu? On voit déjà que la Biennale vous a passionné. Non, moi je veux bien, mais il y a tellement de choses à dire que, bon, d'abord, comme l'a pas dit Francis Rambert, c'est en fait, on pensait que Frédéric Adelman allait ouvrir le feu, mais il est toujours en train dans son taxi, donc on l'espère. Bon, première chose, Francis, tu dis, ça ne restera pas dans les annales comme celle-ci ou celle-là. Il y a plusieurs. Je pense que tu as raison, mais j'aimerais moi, en vérité, que celle de Colas ne reste pas dans les annales non plus. Parce que je trouve que justement, il avait fait une chose que j'avais trouvée absolument épouvantable et que n'ont justement pas fait les deux commissaires cette année. C'est-à-dire qu'il avait vraiment pris en otage la corderie, l'arsenal, en mettant tout au milieu de l'arsenal des quantités de dispositifs de danse, de spectacles vivants qui avaient empêché tous les autres architectes de s'installer. C'est tout à fait le contraire cette fois-ci. Bon, mais ça c'est une première parenthèse. Moi j'ai été extrêmement content de cette biennale, extrêmement surpris, peut-être parce que j'y étais pas allé il y a 2 ans et donc j'avais très envie que ça me plaise. Mais en tout cas, il y a une chose, c'est sûr, c'est que la conférence de presse qu'avaient donnée à Paris les deux commissaires avait été absolument désastreuse, épouvantable. C'était absolument terrible. Enfin, on avait l'impression qu'on allait s'ennuyer à mourir, au point même où une des deux commissaires avait eu cette phrase extraordinaire: "If you are expecting something swinging, you will not find it." Donc vraiment, on était prévenus, ça allait pas être marrant. Bon.
Or, c'est tout le contraire. Donc, ça, c'est la première chose. Bon. Parce que tu trouves ça marrant? Non, mais en tout cas, je trouve que c'est très intéressant, passionnant, il y a plein de choses. Non, je dis pas que ça swing, mais en tout cas, et encore que. Bon. Mais je dirais d'abord les choses qui m'ont le plus surpris. Je trouve que la première des choses, c'est qu'il y a la disparition est partout. C'est-à-dire que, évidemment, les grands prix qui ont été, enfin, les Lions d'Or qui ont été décernés à des pavillons qui expriment avant tout l'absence. Donc, c'est très étrange. Le pavillon suisse, c'est un pavillon, en gros, où il y a une espèce de parodie d'appartement témoin avec des sauts d'échelle. C'est une espèce d'espace ludique qu'on pourrait trouver dans une fête foraine. C'est très bien réalisé, je crois qu'il y en a pour 800 000 €, c'est pas mal, mais bon, qu'est-ce que ça apporte? Moi, personnellement, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est un espace sur lequel il n'y a pas un meuble, il n'y a pas une chose qui est posée, bon, c'est un espace nu. Le pavillon britannique a reçu une espèce d'accessite, on l'a dit, c'est un pavillon dans lequel il n'y a absolument rien, avec au-dessus une grande terrasse plateforme pour voir l'ensemble de la biennale, des pavillons, le paysage, disons. Et donc on en a tiré l'idée que c'était une allégorie du Brexit et que les Anglais, en intitulant leur performance Island, ils voulaient bien montrer qu'ils étaient revenus à l'essence même de l'Angleterre, une île oubliée de tous, dans laquelle il ne se passait plus rien. D'ailleurs, je dois dire que j'ai lu aujourd'hui sur des zines que Schumacher, l'un des principaux responsables de l'entreprise de Zaha Hadid, a critiqué très durement les différents choix de ses commissaires en disant que ces gens passaient leur temps à travailler leur ego mais ne s'occupaient pas d'architecture. Ce qui, dans le cas du pavillon britannique, à mon sens, est contestable parce que je trouve qu'ils ont montré absolument de façon merveilleuse comment on pouvait transformer un bâtiment précisément avec cette plateforme qui modifie complètement. C'est un peu ce qu'avait fait Bouchain sur un autre registre au pavillon français, mais disons que là, ils l'ont vraiment magnifié. Non, c'est plus fort. Oui, quand même. C'est plus fort. C'est plus radical. Absolument. Oui, là, on est plus même presque dans la plateforme pétrolière. Il y a un côté, enfin, c'est vraiment bon. Voilà. Donc, je dirais ça. Un, le vide. Ça m'a surpris. Deux, quand je disais qu'on est dans une biennale des absences, disparition quasi générale des datas. On avait été submergé d'espace avec des LED, des inscriptions, des chiffres. Bon, on retrouve ça un peu dans le pavillon des États-Unis, où Diller et Scofidio en fait recyclent ce qu'ils avaient déjà fourni à la Fondation Cartier, leur système pour l'exposition de Paul Virilio, qui est absolument magistral. Mais disons que c'est le seul endroit où j'ai revu vraiment ce type de choses. Donc ça, disparition. Troisième disparition, ça m'a beaucoup étonné, et dans un certain sens, ça m'a assez fait plaisir. L'injonction du développement durable, l'injonction écologique, je trouve qu'elle a vraiment disparu. Elle est dans certains projets, incontestablement, mais en tout cas, elle n'est pas affichée comme une espèce de revendication permanente. Et donc, ça entraîne après un certain nombre d'interrogations. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, puisque tout ça a disparu, qu'est-ce qu'il y a à la place? Alors on le sait, on l'a vu. Retour des maquettes impressionnantes, mon cher Frédéric, prenez place. Retour des maquettes extrêmement impressionnantes, retour du dessin à l'ancienne aussi. Et donc je me suis dit, après on rentrera dans le détail, je serai de la parole et puis après je reviendrai dans le détail, mais je me suis posé la question, c'est que si on estime qu'une biennale, son objectif quand on y va, il y en a plein, mais un pour moi qui est fondamental, c'est que ça doit donner un état de la manière dont l'architecture transforme, construit les questions, le changement du moment. Or, est-ce que c'est ce qu'on trouve cette fois-ci à Venise? Je serais bien en peine de le dire, parce que j'ai beaucoup de mal à comprendre ce que cette biennale peut en général exprimer, mis à part ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire un certain nombre de disparitions. Voilà. Je reviendrai après sur les pavillons, mais... C'est en ce sens-là que je me permettais de dire que pour moi, elle n'avait pas resté dans les annales parce que oui, je comprends. Elle renforce des points, j'allais dire, fondamentaux sur la question du dessin, de la maquette, en effet, et même sur le plan constructif. Et j'imagine que Richard Scoffier aura beaucoup de choses à dire sur cette question, notamment avec les colonnes Dolgiati et autres. Donc oui, mais en même temps, qu'est-ce qu'il reste de tout ça? C'est-à-dire que le free space, on a l'impression que ça a un peu flotté. Voilà, peut-être que le thème amenait à ça. Mais c'est la même chose à chaque fois. Les thèmes, ils sont toujours, c'est un faire-valoir. Enfin, ça, c'est pas très important. Chacun en fait ce qu'il veut.
moi, je suis pas très convaincu. La présence du passé avec Portoghesi, c'était quand même. Oui, plus mais ça remonte à une époque. Ah ben oui, mais c'est en ce sens-là que je parle des annales de la Biennale. Mais c'est vrai que les autres thèmes étaient très directifs. Oui. Parce que le retour aux fondamentaux chez Colas, c'était hyper orienté vers une vision complètement paranoïaque de l'architecture. C'était que l'architecture, c'est pour se protéger, rien d'autre. Donc il était question que de surface, pas de structure. Chez Aravena, c'était aussi quand même malgré tout hyper restrictif, c'est-à-dire l'Europe c'est fini, il n'y avait pas de Français dans aucun pavillon, mis à part l'Anne qui est pas vraiment, qui est franco-italien. Et puis aussi donc il y avait vraiment une volonté de retrouver, donc de refonder l'architecture sur autre chose que sur les matériaux habituels comme le béton, l'acier et le verre. Et là, avec Free Space, c'est vrai que c'est très problématique parce que finalement, espace libre. Moi, je connais pas beaucoup d'architectes qui pourraient dire moi, je fais pas des espaces libres, je fais des espaces fermés, carcéraux, et je vous emmerde. C'est pratiquement impossible. C'est un truc presque pratiquement infalsifiable. Oui, moi, je reviens juste un instant sur le pavillon portugais dont tu as dit que la formule c'était quoi? C'était je l'ai noté. Public without rhetoric. C'est-à-dire l'espace public. Oui. Sans pour cela en faire toute une histoire. La question de la rhétorique, ça m'intéresse parce que j'ai fait une interview il y a une semaine à peu près de Renzo Piano. Bien qu'il ait maintenant un genou en titane et qu'il ne voulait pas qu'on le dise, c'est pour ça qu'il n'est pas venu à Venise, mais je l'ai vu et je lui ai posé la fameuse question dont on avait parlé ici, de la symbolique de la tour du TGI. Et lui, il m'a dit justement, il faut faire très attention avec la rhétorique, parce que justement, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, très lourd. Et il m'a donné un exemple que je trouvais intéressant. Il m'a dit, si jamais on devait juger Beaubourg à l'aune de sa symbolique, c'est-à-dire, souvenez-vous de ce qu'on a dit, raffinerie de pétrole, supermarché de la culture. Si on prend ces symboles-là, évidemment, le bâtiment, il est condamnable. Mais évidemment, il a été tout autre chose, que ça a été un espace qui accueillait le public, etc. Donc, cette question de la rhétorique, c'est intéressant, parce que je comprends que les Portugais dans ce cas, il se trouve que c'est des Portugais, mais je comprends qu'évidemment qu'on s'en méfie. Parce que c'est vrai que à jouer sur toutes les symboliques de l'architecture, très souvent, on se retrouve piégé à soi-même. Bon, mais voilà. Mais après, dites ce que vous pensez de la Biennale. Après, on parlera des pavillons. Il y a des tas de choses à dire. Mais... Impression générale. Oui, pardon, Sophie. Bon, moi, je suis pas très bien placée puisque j'ai pas pu y aller cette année. Mais justement, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à dire par rapport aux nouveaux pays qui participent cette année? Justement, on a parlé du Vatican, mais on va peut-être y revenir après parce que là, on va rentrer dans les pavillons. Déjà, l'impression générale de la Biennale. Avec un... Allô? Je serais moins dur que mon voisin de droite? Ben non. Ben c'est bien pour ça. Et non, c'est... pour des étudiants, c'était très bien, et même pour des collégiens. C'était amusant. Et effectivement, les maquettes, ça apporte quand même une certaine fraîcheur. Maintenant, est-ce qu'il y a énormément d'idées dans tout ça? Je suis pas tout à fait sûr, en effet. Ça, c'est un thème très flou, globalement. On peut pas... C'est flou et flottant. À Venise, c'est logique, mais... je crois que c'est moins sérieux que ce que vous imaginez, en fait. Très globalement. Faut pas prendre ça plus au sérieux que Barata lui-même. Moi, j'ai pris très au sérieux, si je peux intervenir, parce que... Oui, je t'en prie. Oui, c'est vrai. Donc, voilà, on a quand même posé une question donc, aux architectes. Qu'est-ce qu'un espace libre? Et je pense qu'il y a des gens qui ont fait vraiment le service minimum, qui ont simplement présenté ce qu'ils faisaient. Moi, je ne vais pas les citer, hein, peu importe, dans les pavillons, donc l'Arsenal et puis le pavillon central. Et puis d'autres qui se sont vraiment posé la question, mais putain, mais c'est quoi un espace libre? Parce que c'est pas forcément évident. Et donc, et parmi les gens qui ont apporté des réponses, qui ont fait un petit peu d'introspection, qui ont réfléchi un tout petit peu sur leur travail, pour voir un peu en quoi, justement, l'architecture, elle avait justement ce rapport, je pense, vraiment presque consubstantiel avec la liberté, c'est vrai. Donc il y a beaucoup qui ont travaillé sur la question de la colonne. Une question un peu, disons, essentielle, un peu fondamentale. Voilà. Qu'est-ce que permet la colonne? En quoi, par exemple, le mur, c'est vrai, donc ça produit plutôt des espaces
fermés, des espaces carcéraux, et puis la colonne, non, au contraire, ça permet une liberté, ça permet donc un parcours libre dans l'espace déjà, ça invite au parcours, parce qu'effectivement, quand on est derrière une colonnade, en fonction de son parcours, on voit des choses complètement différemment. Quand on est, disons, obliquement placé par rapport à la colonnade, les choses se ferment, et quand on est frontalement, tout s'ouvre, et c'est ça qui est totalement, disons, ce qui est fabuleux, voilà, c'est ce sentiment d'ouverture, quelque part, et aussi ce sentiment, on a presque d'existence. Ouais, c'est vrai que être, c'est la formule d'Heidegger, être dans l'ouvert, et quelque part, c'est vrai que les colonnes, c'est vrai que ça permet ça. Et donc, j'ai vu voilà, vraiment des choses, j'ai trouvé hyper intéressantes, notamment, bon, tu parlais d'Olgiati, voilà, par exemple, donc, imaginez, effectivement, une clairière avec des colonnes vraiment totalement primaires, des cylindres blancs, hein, ou alors aussi, j'ai beaucoup apprécié, donc, Chipperfield, des fois je le trouve un peu lourd, mais justement c'était hyper intéressant de placer, disons, son installation dans le pavillon central, sous le signe de Schinkel, et donc mettre en grand la vue, donc, depuis le vestibule de la colonnade de l'Alte Museum, et puis donc effectivement tout décliner, donc décliner tout son travail sur l'île des musées à partir de cette thématique-là. Donc voilà la colonne qui ferme l'espace et puis qui l'ouvre. Et pareil aussi chez Moneo, donc c'était la même chose. Donc pour son hôtel de ville à Murcia, donc effectivement la base de l'hôtel de ville, elle est totalement opaque. Et plus elle monte vers le ciel, c'est vrai qu'elle s'ouvre et ça dessine, voilà, un espace des possibles. Enfin, quelque part, c'est ça peut-être la liberté en architecture, c'est dire aux gens, voilà mon vieux, t'es pas en prison, tu l'as pas dans le cul, mais voilà, grâce à l'architecture, eh bien, peut s'ouvrir devant toi un espace de multiples possibles. Et je trouve c'est super intéressant la manière dont ça a été décliné par tous ces gens-là. Bon, il y en a d'autres peut-être, oui, hein, je les oublie, je les ai pas vus. Je te suis bien là-dessus, mais en même temps, le projet de Moneo à Murcia, c'est un projet qui a plus de 20 ans. C'est-à-dire qu'on était un peu étonnés de le trouver là. Non, mais en effet, ça peut être comme une icône. Pareil, la tour de Carme Pinos, elle a 15 ans. C'est-à-dire que, et ça, c'est un choix des deux Irlandaises qui l'ont obligé à présenter ce projet et pas laisser l'architecte choisir quelque chose qui était la réponse de Free Space. Peut-être. Donc elles sont beaucoup plus directives. Bien sûr. Mais chez Carme Pinos et chez, comment s'appelle, Benedetta Tagliabue, donc c'est juste une installation, il n'y a pas vraiment de réflexion, tandis que la réflexion, elle est chez Moneo. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Là, il y a une sorte de réflexion, un retour sur soi, une introspection, et puis redéfinir donc sa propre démarche architecturale. Ah oui, mais je trouve que on ne peut pas comparer, disons, Carme Pinos et puis Raphaël Moneo, ça me met mal à l'aise. Bon, après c'est vrai que je ne comparais pas, c'est juste qu'ils sont en face. Oui, d'accord, mais après Oui, est-ce que vous avez déjà parlé des prisonniers volontaires de Colas? Non. Ça serait une... je sais pas, moi, il m'a semblé que c'était le contre-fil, si je puis dire, de cette biennale. Non, mais tout à fait. Hein. Sois plus clair. Non, mais mais je pense qu'on va y revenir en parlant du projet de la pierre. Mais m'engueule pas. Alors vas-y. Non, je veux dire, il y a eu... lorsque Biennale s'est occupé de sa... Colas s'est occupé de sa Biennale, évidemment, tout le monde avait à l'esprit, ou presque tout le monde, l'histoire des prisonniers volontaires de l'architecture, qui en faisait frémir plus d'un. Et puis donc cette année, apparemment, le modèle et la mode est inscrit dans une perspective tout à fait différente, qui serait celle d'un espace libre. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, libre? C'est pas seulement... ça veut dire n'importe quoi dans ce contexte-là. Il n'y a vraiment aucune... a priori, un bâtiment, c'est un espace fermé. Non? Non. Regarde par exemple ce que dit Colas, Louis Kahn, voilà, l'antithèse de Colas sûrement, parce que de toute façon il y a toujours une sorte d'opposition entre les deux. Quand il dit par exemple que l'architecture ça commence quand dans la déhiscence du mur surgit la colonne. Voilà, tu peux dire l'inverse. C'est qu'on arrête le mur, et qu'effectivement on pense en termes d'ouverture, de structure, de colonne, que oui commence l'architecture. Oui. Effectivement avec le temple grec. C'est une histoire totalement revue de l'architecture, enfin comment dirais-je, totalement éculée pour moi. Quand j'entends encore les mythes de la colonne, de la cabane, de tous ces trucs-là, qui ont été inventés il y a quelques centaines d'années pour
pour donner aux architectes ou à la profession ces intellectuels. Moi, excusez-moi, mais moi je pense qu'il vaudrait mieux remettre un peu les pendules à l'air et voir les choses autrement maintenant. Bien sûr, on peut les voir autrement, comme tu le dis très bien. On peut la voir totalement on pouvait la voir totalement autrement au sortir de la Biennale de Colas, mais là, effectivement, les deux commissaires de Grafton nous invitent plutôt à la voir de cette façon-là. Donc, ne boudons pas notre plaisir, et puis regardez-la comme ça. Alors, venons-en maintenant au pavillon. Alors tiens, garde le micro, Frédéric. Je ne vais pas te faire le coup, quel a été ton pavillon préféré, mais quels sont ceux qui t'ont justement marqué? Est-ce que sont ceux en fait, où tu as eu envie de revenir? Parce que c'est ça la question. Il y a en fait grosso modo que celui de Zumthor, ça c'est qui est absolument... Ce n'était pas un pavillon? Non, c'est un... C'était une exposition? Ouais, ça revient au même un peu finalement. Voilà. Et puis il y a le pavillon allemand qui est une bonne réflexion sur le mur. Le pavillon israélien qui va avec, si je puis dire. Et puis les Chinois, ça c'est tout à fait, c'est forcé, hein, j'aime beaucoup les Chinois, donc j'ai aimé cette année leur pavillon, et qui n'est pas du tout le reflet de quoi que ce soit de chinois, hein, grosso modo, parce que ça continue à tomber comme un gravelotte. Oui, alors ils avaient choisi, je le soulignais en introduction, que le thème de la ruralité, ce qui était quand même... Oui, campagne, mais c'est intéressant quand on sait que Wang Shu, par exemple, justement à Hangzhou, il fait il fait venir des étudiants, et d'ailleurs des étudiants français de Malaquais, qui confrontent à des Chinois sur la question du sauvetage des villages. Ça veut quand même dire quelque chose, ça, non? Oui. Non, mais en même temps, moi, personnellement, je trouve que l'idée qu'on a de la campagne à la française ou même à l'européenne et la campagne chinoise sont très, très... c'est pas du tout la même chose. Une vache est une vache, un cochon est un cochon, qu'est-ce qu'il nous raconte? Et un architecte est un architecte, peut-être aussi. Je comprends pas bien. Tu veux dire que les échelles sont pas les mêmes? Oui, la densité n'est pas la même. Partout, il y a des maisons en Chine, sauf dans les déserts. Et l'urbain doit s'imaginer tout à fait autrement. Et pratiquement tout ce qu'on voit là chez les Chinois fait référence à des ensembles relâchés par rapport aux villes chinoises, mais c'est pas forcément très loin de la Chine quand même, de la ville chinoise quand même. Faut imaginer quand même que Chongqing, la fameuse Chongqing, la grosse ville, c'est un énorme territoire, grand comme la Belgique. La grosse ville, c'est 40 millions d'habitants, c'est juste pour donner l'échelle. Oui, hein. mais en même temps, l'essentiel de ce qu'on appelle la ville de Chongqing est pleine de campagnes, de choux, de lapins, de cochons. Tu veux dire qu'il y a une alternance territoriale qui passe très de différent, l'hyperurbain à des choses comme ça. C'est ça que tu veux dire. Oui, tout à Donc, fait. qu'en fait, la ruralité, elle fait partie de la métropole. Totalement. Non, mais donc, les Chinois ont complètement raison de faire ce thème. Mais je suis d'accord avec que le free space, il est là, oui. que la nouvelle liberté, elle est peut-être à la campagne. Je sais pas, Oui, peut-être, après. Je sais pas, le free space, en même il temps, nous emmène à la campagne. Ça interroge quand même, non? En même temps, ça n'a jamais beaucoup réussi, les retours à la campagne des Chinois, sans vouloir être cruel, mais voilà, ils avaient gardé quand même des souvenirs un peu cruels de tout ça. Donc à part le pavillon chinois, autre? Non, mais le pavillon chinois, on peut le parcourir énormément. D'accord, mais c'est toute une histoire. Hein. C'est vraiment beaucoup plus que dans tous les autres pavillons. Donc, je veux dire, quels sont les autres pavillons que tu conseillerais à ceux qui nous écoutent? Spontanément, ça me vient pas tout à fait. Non, j'ai un peu reculé au fur et à mesure. Par exemple, le Vatican, j'étais parti très enthousiaste. Et puis je me suis couvert la tête d'une chasuble, puis je me suis tiré, quoi, finalement. Trop d'architecture? Non, mais pas de bonne architecture, quoi. C'est quand même un peu faiblichon, à mon avis. On va en parler parce que je crois que il y a beaucoup qui vont pas être d'accord avec ça. Je suis avec des curés ici, donc c'est... Ou des rabbins, pardon. Je sais pas s'ils te désignent comme curé, mais... Voilà. Mais pour parler de quoi? Des pavillons qui m'ont intéressé. Oui, moi j'ai vu plutôt la Biennale à travers des thématiques. Voilà, la thématique de la Cologne. Après, c'est vrai, j'ai beaucoup apprécié tous les pavillons qui ont au contraire donc traité l'inverse. C'est vrai parce que
Voilà, c'est vrai que c'est un peu. J'ai bien aimé voilà, les pavillons qui se sont dit bon, l'espace libre, on ne sait pas ce que c'est, donc rapprochons-nous plutôt de l'espace fermé. Voilà, donc les pavillons allemands avec le mur, ça c'était très fort, c'est vrai, parce que donc on était à l'extérieur, on voyait un mur, on s'approchait, le mur éclatait, et puis là, effectivement, on voyait des espaces libres quelque part. Voilà, donc c'était super intéressant. Pareil pour le pavillon brésilien, donc, parce qu'au Brésil, c'est pareil, il n'y a pas eu de mur est-ouest, mais il y a des murs partout. Il y a des murs qui séparent les favelas du reste de la ville, il y a les murs qui séparent les condominiums des favelas. Et donc, il y avait donc énormément de réflexions sur le pourquoi de ces murs, et puis aussi les projets qui permettent donc de désenclaver toutes ces enclaves. J'ai beaucoup aimé aussi, mais en fait, c'est plus la thématique était vraiment trop géniale, mais c'était super mal traité. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était le pavillon de l'Uruguay, avec, là aussi, voilà, bon, c'était le bon choix. Voilà, ils ont choisi 2 prisons, voilà, c'était pour parler de l'espace libre, je trouve que c'était la bonne idée. 2 prisons de Montevideo qui étaient l'une à côté de l'autre. Et dans la première, c'est une prison traditionnelle, donc tout le monde est enfermé dans des cellules. Et puis, dans la seconde, donc, il y avait énormément d'espaces partagés, comme à Paris aujourd'hui, avec des petits jardinets pour faire son jardin. Donc, c'était un thème vraiment très intéressant. Après aussi, j'ai beaucoup aimé voilà, une autre disons... Bon, il y a le mur, la colonne, et j'ai beaucoup aimé tous les pavillons qui se sont intéressés à l'amphithéâtre. Oui, pardon, pour le mur, il y avait bien sûr le pavillon d'Israël, qui est complètement délirant. On travaillait sur... D'abord, on rentre, on voit déjà le tissu, donc... des villes, donc ça s'ouvre sur une maquette du Saint-Sépulcre. Voilà. Mais on voilà, avec le partage des territoires voilà, en fonction des religions. Voilà, c'est quand même une maquette du 19e siècle. C'est une pièce historique, oui, tout à fait. très forte. Oui. Et là commence. Voilà. Mais c'est une mosaïque. Et cette mosaïque, bon, elle est à la fois architecturale, constructive. C'est vraiment des bâtiments qui se jouxtent les uns les autres, presque sans espace public, pratiquement, de tout petits interstices, quoi. Et puis après. Ces éléments de mosaïque, en plus, ils correspondent donc à des religions complètement différentes. Parce que nous, on voit là-bas, c'est les Israéliens et puis les Palestiniens. Mais en fait, il y a les Coptes, il y a les Arméniens qui sont pas catholiques, il y a les catholiques, il y a, je ne sais pas, enfin, il y a une multitude comme ça de communautés religieuses qui doivent cohabiter. Donc, et puis effectivement, il y a cette image-là, il y a cette maquette-là, donc qui sont des propositions des architectes depuis 1967, dont la célèbre la célèbre synagogue de Louis Kahn, voilà, qui était contre le. Voilà, il y a donc des projets extraordinaires parce qu'il y a le projet de Louis Kahn et puis le projet de Moshe Chaldi et le projet aussi de Super Studio, donc des projets vraiment totalement formidables, vraiment parmi les meilleurs projets qu'on peut voir donc à la Biennale. Toujours cette thématique-là de l'enfermement, de l'encastrement, de l'enclavement, et puis aussi donc ensuite il y a d'autres exemples, je ne sais plus en tête, mais qui sont extrêmement intéressants. J'imagine que vous serez d'accord avec moi pour dire que le livre qui accompagne, parce que c'est une vraie, ça pourrait faire une très très grande exposition, hein, ce sujet-là, est absolument remarquable. Oui, moi je pense que c'est vraiment le meilleur pavillon. Moi je pensais qu'il aurait le prix, quoi. S'il a eu un peu de sens, il aurait dû avoir le prix, parce que il y a quand même un certain courage de la part des commissaires de faire un truc comme ça, quoi, voilà, de montrer des choses comme ça. Mais tu permets, je voudrais juste expliquer un peu le pavillon israélien, parce qu'en fait l'idée c'est que les commissaires ont pris 5 lieux partagés en Israël par diverses religions, et ils ont montré comment ces espaces, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que la question politique, religieuse, elle est vraiment traduite dans l'espace. Ça, c'est vraiment passionnant. Et donc, ils ont montré comment, à chaque fois, il y a un statu quo qui fait que les gens partagent l'espace de façon totalement pacifique ou pas. Parce que parfois, c'est beaucoup plus complexe. Donc, l'exposition commence par ce que tu disais, une maquette qui a été faite en 1862 par un ingénieur architecte allemand pour le pacha, le turc, parce qu'il voulait comprendre exactement comment se répartissaient les espaces en fonction des religions dans le Saint-Sépulcre. Donc il y a les couleurs, voilà, c'est ça. Donc ça c'est la première chose. Évidemment tout ça a évolué, tout ça a changé, et c'est plein d'histoires et d'anecdotes extraordinaires, puisque vous savez qu'il se passe là, comme à Bethléem ou ailleurs, ce qu'on appelle la guerre des ballets. C'est-à-dire que, par exemple, sur l'esplanade du Saint-Sépulcre, il y a, je ne sais plus si c'est les orthodoxes ou les Romains, les catholiques romains qui ont le droit et le devoir de le balayer. Et il y a un escalier qui démarre, qui est donc balayé par une autre communauté. Or, il se trouve que la première marche qui est en bas, elle est moins haute que les autres marches.
Donc pour ceux qui nettoient la place, ils considèrent que c'est une surélévation de la place, que donc c'est à eux de la nettoyer, mais ceux qui nettoient l'escalier considèrent que cette marche est déjà une marche, et que donc c'est à eux. Il y a eu plusieurs morts. Ça a causé, et il y en aura encore. C'est un conflit. Bon, alors il y a ça qui est exposé, et il y a surtout, donc ce que vous disiez, c'est que ce qui est extraordinaire, c'est qu'on découvre que ce qui apparaît quand on va devant le mur des Lamentations, il y a cette grande esplanade dont on s'imagine que c'est un espace religieux, pas du tout. Il y avait là ce qu'on appelle le quartier des Maghrébins qui a été rasé en 67 en 2 jours. Et ensuite, il y avait l'idée, à l'époque, les Israéliens voulaient faire une grande esplanade qui aurait servi aux manifestations nationales, disons. Or, comme rien n'a été fait, ce projet est resté vacant. Il y a eu toutes, comme ça, des séries de concours, et le dernier date de, je crois, de 2014. Hein. 2014, avec un projet de Renarad, il me semble, non? Et non, c'est pas Renarad. En tout cas, il y a de 2014, donc ils en sont toujours à se demander. C'est celui qui a fait le mémorial Ground Zero à New York. D'accord. Ils se demandent Michael Arad. Ah oui, d'accord, Michael Arad, pardon. Et donc, ils sont toujours à rechercher. Alors, il y a ça, il y a ce truc extraordinaire qui est le tombeau des patriarches, qui est quand même un tombeau qui est coupé en deux. D'un côté, les juifs, de l'autre côté, les musulmans. Mais 10 jours par an, tout le monde cède l'espace à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une scène qui est extraordinaire, c'est que à la veille, vous avez les musulmans qui roulent leur tapis, ou les rabbins qui retirent la Torah, etc. Et il y a une espèce comme ça de déménagement bon enfant, c'est-à-dire où on laisse l'espace à l'autre. Enfin, c'est vraiment passionnant. C'est du point de vue. Bon, il y a plein, il y a d'autres exemples. Bon. Si je garde la parole à un moment, évidemment, je suis d'accord. Moi aussi, j'ai été très impressionné par le pavillon chinois, et au-delà par les Chinois. Parce que même Wanshu, dans l'espace central, ils sont présents dans divers endroits, et ils sont vraiment forts, quoi. Il n'y a pas de doute. Ils sont forts non seulement dans les projets qu'ils montrent, parce que quand même, je peux bien croire tout ce que tu dis sur la ruralité, cet espace semi-urbanisé, etc. Mais les projets qu'ils montrent, même si je veux bien admettre qu'ils sont vraiment l'écume d'une production chinoise terrifiante, très probablement, quand même ils sont. C'est vrai au Japon aussi. Hein. Oui, mais ils sont quand même d'une très grande variété. Ils sont quand même très beaux. Enfin, ça, c'est quand même. Il y a un très beau projet au Tibet, notamment dans la série. Et je trouve que donc, juste à côté de ce pavillon chinois, il y a aussi le pavillon italien, qui n'est pas très simple à comprendre parce qu'il est vraiment vaste, etc., mais qui travaille aussi sur cette idée de la même chose, du sauvetage de vallées, de 5 vallées et de villages qui dépérissent comme ça, avec toute une série de projets. D'abord, la mise en scène est très belle, les grandes photos, etc. Mais par ailleurs, ici, il y a une phrase de Le Corbusier où il dit que le plus grand des architectes, c'est celui qui a construit, c'est les Alpes, enfin, je sais pas quoi, il y a un truc comme ça. Mais il y a surtout cette idée que là encore, il y a des très beaux projets qui sont montrés pour désenclaver ces vallées. Bon, moi, j'ai trouvé quand même que c'est vrai que moi, j'ai pas vraiment vu la Biennale sous l'angle en me demandant à chaque fois comment est-ce que les uns et les autres avaient exprimé le thème. J'ai peut-être eu tort, c'est vrai, mais sur le fond, en fait, ça m'a échappé parce que j'y crois pas à chaque fois à cette histoire. Je me dis que chacun profite du pavillon pour faire un peu ce qu'il veut. Alors moi, j'étais très déçu, par exemple, par le pavillon espagnol, où on voit des quantités de choses mises au mur partout, on n'y comprend rien. C'est comme si c'est impossible même de comprendre. Il est catastrophique. Il est catastrophique. Mais il y avait. Je rappelle qu'année dernière, il y avait eu le Lion d'Or pour une présentation absolument exceptionnelle sur la reconquête des territoires. Oui. Par l'architecture, c'est quand même autre chose. Mais les deux architectes de Bois du Prêtre, dont le nom m'échappe toujours, nos deux héros français qui ont fait le Palais de Tokyo, Nakaton Vassal, merci. Et Frédéric Druot. Voilà, et je trouve que lui, c'est Vassal. Oui. Il a dit une chose qui est très, très intéressante quand on était avec lui dans le pavillon. Il a dit oui, mais ça reflète très exactement ce qui est en train de se passer en Espagne, parce qu'on est submergé de propositions, de CV d'architectes qui sont très doués, qui ont fait des tas de projets, mais qui ne sont pas construits. Et donc, on reçoit des quantités de choses comme ça, de trucs. Et il disait, finalement, on est là devant ce pavillon espagnol, devant le marasme de la situation en Espagne. C'est plein de projets. Ouais, mais aussi, non, excusez-moi, mais si par exemple on fait l'histoire un tout petit peu des pavillons depuis les trois dernières fois, donc la première fois c'était. Je dis pas que c'est réussi, hein. Non, c'est pas ça, mais non, mais la première fois c'était, enfin, je me souviens plus dans l'ordre, mais il y avait on construit des petits projets, donc de grands architectes, des microscopiques projets qui témoignaient de la crise. Après la dernière fois. L'année dernière. C'est l'année dernière. La fois d'avant, je me souviens plus, mais la fois d'avant, c'était quoi? C'était bon. Et là, cette fois-ci, c'est des étudiants et qui font beaucoup de projets utopiques. Donc c'est
c'est quand même assez intéressant, tu vois, un retour à l'hyperréalisme de la part des grands architectes qui font des cabines de toilettes, tu vois, et puis les étudiants, eux, qui se permettent des projets utopiques, alors qu'en France, bon, Oui, mais tu m'as dit Richard, d'enseigner des projets utopiques, t'en vois pratiquement plus, tu vois. Richard, une question, moi, d'accord pour ça, mais est-ce que pour autant il faut être illisible? Elle est quand même là la question. Il y avait plein de Oui, mots mais partout. je pense que dans un pavillon, il y a plusieurs contextes, quoi. Voilà, il y a le contexte, disons, national, non, il y a le contexte international, et qui très souvent cherche à répondre au thème, et après, il y a le contexte national. Voilà, c'est le contexte national, c'est les précédents pavillons. Comme le pavillon français, si on en parle tout à l'heure, donc effectivement, on peut difficilement le lire sans faire relation, donc, au précédent pavillon, par exemple. Ça, Ah oui, voilà. Donc, et oui, et puis là, donc, c'est quand même dramatique. voilà, donc c'est là-dessus que je mets l'accent. Ouais. J'aimerais insister sur deux pavillons qui étaient quand même très annexes, quoi. C'est le pavillon de Kosovo. Alors là, je dois dire qu'on m'a expliqué, parce que je n'étais pas sûr de comprendre, mais j'ai trouvé ça absolument génial. Parce que le pavillon du Kosovo, c'est quoi? Il y a un tapis par terre qui en fait est la carte de Pristina, avec des points rouges et des points noirs. Il y a tout autour des miroirs. Et sur le plafond, et c'est ça que j'avais pas vu tout de suite, le plafond est constitué d'antennes paraboliques. Et en fait, ce que m'a expliqué la commissaire, c'est que du temps quand le Kosovo faisait encore partie de la Yougoslavie, il n'était pas possible d'utiliser les espaces publics pour se réunir, pour les Albanais, donc ils se réunissaient chez des gens. Donc chaque point représente une des maisons où les gens se réunissaient. Il y a les noms d'ailleurs des gens. Ils disaient les gens étaient là, et comme ils rêvaient dans leur tête, ils croyaient que leur monde était plus grand. C'est pour ça qu'on a mis des miroirs pour multiplier l'espace. Mais en fait, la seule façon pour nous d'avoir de l'information, c'était les antennes paraboliques. Et ça m'a fait rire parce que j'ai trouvé que c'était bon. Alors là, on est dans la rhétorique vraiment pure, mais on n'est pas du tout dans l'architecture, mais c'était marrant. Et il y a une autre chose que j'ai trouvé très intéressante, que j'ai bien aimé, c'est le pavillon de l'Estonie, qui était aussi un peu paumé. Mais l'histoire est très drôle parce qu'elle s'appelle Wake Monument. Et l'histoire, c'est qu'il raconte qu'en Estonie, dans les années 30, on a construit un monument, une espèce de statue, qui se dressait face à l'envahisseur potentiel. Et à l'époque, l'envahisseur potentiel, c'était l'Allemand. Donc, il se dressait à l'ouest. Quand les Allemands ont occupé l'Estonie, ils ont pris le monument, ils l'ont retourné pour le mettre du côté face aux Russes. Et ainsi de suite. À chaque fois qu'il y avait une invasion de l'autre côté, ils retournaient le monument. Et donc, il y avait une formule, c'était en Estonie, les monuments dansent. Mais c'était assez beau, cette histoire. Bon. Et puis, revenons quand même sur le pavillon du Vatican, parce que comme c'est la première fois avec 11 chapelles, peut-être avec cette évocation d'Asplund, peut-être un peu... C'était peut-être pas ce qu'il fallait faire, mais il y a un exercice architectural autour qui est quand même pas inintéressant, non? Non, mais je suis tout à fait d'accord. L'exercice architectural, il est pénible parce qu'en fait, il n'y a strictement aucun enjeu à faire une église aujourd'hui, une chapelle aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait des mosquées, on fait des bâtiments pour les évangélistes, on fait pas d'église. Il n'y a aucun enjeu. En plus, on nous fait voir, tout ça, ça part du prétexte de la chapelle des bois d'Asplund. La chapelle des bois d'Asplund, donc, il y avait un enjeu, il y avait un lieu d'abord, c'est le cimetière des bois, c'est cette forêt de sapins. Et puis après, là, le lieu, il est pas mal quand même. Hein. Non, mais c'est pas pareil. Là, et Dieu sait qu'il y a des églises à Venise. C'est simplement un lieu d'exposition. Les églises, elles sont faites pour être démontées, pour être achetées. D'ailleurs, le cardinal, j'ai oublié son nom à la fin, il te disait, bah, si tu veux, tu peux en acheter une, tu peux la mettre dans ton jardin, il n'y a pas de problème, on te la vend. Donc, voilà, il y a strictement aucun enjeu. Donc tu dénonces l'opération commerciale, c'est ça que je comprends. Non, je dénonce pas l'opération commerciale, je dénonce simplement qu'il y a strictement aujourd'hui aucun enjeu à faire ce type de manifestation. Et en plus, voilà, lui par exemple, on a l'impression qu'il sort de son bénitier là, pour prostituer la lumière, parce qu'aujourd'hui la lumière elle est libérée, c'est plus de la lumière divine. Il suffit d'aller donc à Abu Dhabi voir le Louvre d'Abu Dhabi de Nouvelles. Voilà, c'est une lumière. Voilà, sans divinité. Alors lui, voilà ce qu'il fait. Non, alors lui, c'est Souto Demura. Oui, je sais, c'est Souto Demura. Voilà. Je trouve ça scandaleux. Et je sais pas, c'est vrai que sa chapelle, elle ressemble aussi à une tombe. Moi, c'est ce qui m'a frappé. Il y a quelque chose là d'assez. Elle travaille beaucoup avec la question de la gravité, alors que beaucoup d'autres sont dans l'élévation. Non, mais par exemple, ceux qui ont justement fait tomber les murs, tu disais tout à l'heure. Non, mais ça te plaît peut-être pas, mais c'est bien qu'on en discute. Ceux qui ont fait tomber les murs pour juste faire ce travail au sol sur le métal et autres avec cette grande croix. Je sais pas. Après, on peut discuter. Mais non, des mais symboles. moi, je trouve que c'est des installations sans enjeu. Voilà, aujourd'hui, finalement, voilà, la religion chrétienne, effectivement, elle avait un truc pas possible, c'est de dire que le Dieu s'est fait homme. Et aujourd'hui, effectivement, tous les hommes sont des dieux. Et c'est terminé. C'est fini. On ferme la porte. C'est terminé. Donc, on va pas revenir là-dessus. Et puis, je sais un peu ce que je voulais dire, mais
concernant la tombe, voilà, par exemple, bon, tu vois, par exemple, on est allé ensemble, je crois, en tout cas, à quelque chose d'intervalle, visiter le cimetière de Venise, donc de Chipperfield. Bon, là, oui, il y a quelque chose d'extrêmement fort. Par exemple, Oui, la manière dont sûr. il arrive à donner donc, effectivement, un côté tragique aux endroits donc, où on remplit les arrosoirs, tu vois, pour arroser les fleurs. Mais Ça, c'est formidable. Tu as C'est un mille fois cimetière. raison. Oui, c'est un cimetière, c'est un Ah oui. cimetière. Non, mais ça, il y a un enjeu aujourd'hui, effectivement. Bah, c'est pas pareil. Tout le monde s'est fait enterrer. Bien sûr, tu as raison, le travail de Chipperfield sur le cimetière de Venise, il est absolument exceptionnel. Mais les échelles ne sont pas les mêmes. Et puis deux, Nous voulons la parole. il y a quand même un exercice qui est là. C'est-à-dire qu'il faut faire, tu as parlé d'installation, chapelle, d'autres on dit folie, j'ai entendu ça aussi, parce que c'est du même thème, mais malgré tout, ils se sont prêtés à l'exercice. Non, vous trouvez que c'est... Non, mais attends. Non, mais ça m'intéresse. Attends une seconde. Moi c'est le problème de la rhétorique, justement, c'est qu'on peut dire tout et n'importe quoi. Et moi, je suis pas en désaccord avec ce que tu dis, mais je pense qu'on peut dire absolument le contraire. C'est-à-dire, tu sais, il y a un texte magnifique de Sloterdijk qui s'appelle Derrida l'Égyptien, dans lequel il raconte que quand les Juifs ont inventé le livre, donc il n'y avait plus besoin d'avoir une construction, il suffisait d'être 10 pour faire le mignam, et on se balade avec le livre. Et il dit à ce moment-là, la religion est devenue une sous-branche des transports. Et c'est une phrase formidable. Donc moi je suis tout à fait d'accord, on peut se passer de construire des chapelles. Nonobstant, la question des chapelles construites par le Vatican, elle est passionnante parce qu'elle pose la question du prototype en architecture. Est-ce qu'il faut construire l'architecture pour que les gens la comprennent ou pas? C'est quand même une question fondamentale. Alors, il y avait une prototype. Même le projet de Foster. Scoffier, laisse pas finir. C'est une copie de Cedric Price, tu vois. Mi forme radicale. Laisse-moi finir. Et c'est une question extrêmement intéressante. En plus, je trouve que faut pas gâcher son plaisir, que bouder son plaisir. C'est quand même, le lieu est magnifique, c'est quand même extrêmement beau. Je suis pas d'accord. Je trouve qu'on peut tout à fait s'intéresser à la manière dont Foster construit son espace avec ses tyrans, la manière dont les différences. C'est passionnant. Il y a une espèce de variété. La parole à mon voisin. Vas-y. Non, il y a un truc qui est très intéressant dans cet endroit-là, c'est que c'est justement l'évanouissement des symboles. C'est-à-dire que toutes les croix, qui normalement ont une petite importance dans les églises, on les met sur le toit, on les met sur un autel, etc. Et bien là, en fait, toutes les croix disparaissent dans la structure. Elles ne se manifestent que pratiquement partout, que par le croisement d'une poutre et d'une autre, par exemple, le Foster est tout à fait clair là-dessus, mais c'est vrai de pratiquement toutes. C'est-à-dire que si vous cherchez où est la croix, vous la trouvez dans la structure. Pas partout. Effacée, et pas pas de façon symbolique. Là, c'est typique aussi. Non, mais c'est sûr que le clin d'œil à Cedric Price, Richard a complètement raison. La volière du zoo de Londres, on retrouve ça ici. Mais je trouve que là, dans le contexte végétalisé, et d'ailleurs c'est lui qui a la meilleure place, hein, Foster, c'est celui qui a été, je pense, le mieux traité. Et il y a quand même quelque chose d'assez intéressant sur la tension, sur la structure. Toi qui parles toujours de ça, tu ne peux pas le nier, même si tu trouves que ce n'est pas assez bien. En tout cas, il y a un travail. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas une chapelle pareille, que chaque architecte a réfléchi à qu'est-ce que pourrait être. Je ne connais pas les sentiments religieux des uns ou des autres, et ce n'est pas la question. La question, c'est comment ils l'ont exprimé. Il y avait une commande. Francesco Dalco était là au départ, parce qu'il est derrière tout ça. Hein, et donc, c'est lui qui a organisé ça avec le Vatican. Bon, ben voilà, c'est un exercice architectural. Oui, puis en plus, c'est morbide. Non, mais en plus, il y a une tradition anglo-saxonne quand même du prototype qui n'est pas une tradition qu'on a en France. C'est vrai qu'ils font beaucoup de la serpentine, par exemple, mais ils font autre chose. À Londres, il arrive qu'ils construisent sous un pont, un théâtre, un machin, de façon éphémère, etc. C'est une tradition qu'on n'a pas chez nous. Nous, on est très livresque, on pense que l'exposition d'architecture, c'est l'exposition historique, etc. Là, on est dans autre chose. Alors évidemment, est-ce que c'est une façon de séduire le public? Probablement. C'est plus facile pour un amateur ou un néophyte, quelqu'un de trouver, de comprendre l'architecture ou de l'aborder. Mais en même temps, c'est pas si mal non plus. C'est pas la biennale des Curtons. Puis voilà, c'est terminé. Ouais, mais c'est pas. Si tu veux, non mais excuse-moi, des installations. Tu as cité tout à l'heure Portéghesi. Oui, c'est vrai, il y en avait dans l'exposition Présence du passé. Ça, c'était vraiment des installations qui étaient faites par des architectes
pour essayer effectivement donc de renouer les problématiques contemporaines avec celles de l'architecture classique et celles du passé. Là, il y a pas de problème. On ne va pas demander au Vatican d'aller militer pour je sais pas quoi. Enfin, c'est un peu logique qu'ils fassent la campagne de la religion. Enfin, voilà, ça fallait s'y attendre. Quand les Chinois parlent de la Chine, ils parlent pas d'autre chose. Non, mais justement, les Chinois, tu peux très bien regarder. Tu peux très bien regarder leur exposition en faisant totalement abstraction de la Chine. Moi, je pense, Alors, on va quitter San Giorgio Maggiore pour aller au pavillon français, quand même, parce qu'il faudrait quand même parler du pavillon français. La présence française cette année, elle est quand même très forte, très dynamique, très... non, mais c'est quand même très très intéressant ce qu'on fait. Elle est encore heureux sur la question des lieux infinis. Après, on peut discuter du thème et en penser ce qu'on veut, mais quand même l'idée de toutes ces friches, on n'a rien découvert vraiment, puisque tous les lieux on les connaissait, mais quand même il y avait une façon de le mettre en perspective que j'ai trouvé particulièrement intéressante dans une scénographie. Toujours, il faut prendre le visiteur dès l'entrée, et j'ai trouvé que là, il y avait quelque chose d'assez fort sur cette... justement ces couches d'usage, et puis ensuite ces maquettes dans lesquelles ils avaient intégré des vidéos. Alors peut-être que les maquettes auraient pu être plus grandes, peut-être, pour être encore plus démonstratives sur le propos, mais en tout cas j'ai trouvé que le dispositif d'intégrer la vidéo et de ne pas la mettre à côté, de la mettre dedans, c'était particulièrement intéressant et ce qui faisait sens par rapport aux propos qu'ils voulaient tenir. Mais ça n'a pas l'air de vous avoir... Ah non, moi je trouve que là, on voit la photo, c'est vrai que le pavillon français, il est quand même relativement réussi, enfin, la scénographie est tout à fait réussie. C'est vrai qu'il y a un travail sur la lumière, en plus il y a un travail un tout petit peu sur l'installation, mais ça renvoie un petit peu... Moi c'est un copain qui me l'a soufflé, ça renvoie au truc de Spoeri, là, les reliefs de repas avec... voilà, mais voilà, c'est Philippe Dubois qui me l'a soufflé, mais c'est vrai. Et après les projets présentés, c'est vrai qu'ils sont... extrêmement intéressant. Puis c'est bien aussi de dire que, enfin, de mettre un petit peu la citoyenneté au premier plan. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une sorte, on parlait de vide, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de vide en matière décisionnelle. C'est vrai que les pouvoirs publics, maintenant, ils n'ont plus les moyens, donc, de s'intéresser à l'espace. Donc, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, ce sont les grandes entreprises, les entreprises privées, voilà, qui finissent par, disons, avoir le dessus. Et ce qui est intéressant, là, c'est que ce sont des initiatives citoyennes qui ont su donc décider de l'avenir de certaines zones. Moi, je crois que pour ça, c'est vraiment, c'est tout à fait, le pavillon est tout à fait remarquable. Philippe Moi, ce que j'apprécie, c'est que Richard Scoffier, il s'insurge contre la présence de la religion du Vatican, mais la religion d'aujourd'hui, c'est la citoyenneté. Tu as un discours sur la citoyenneté que je trouve absolument religieux. Moi, je reconnais... Je le revendique, mais c'est une religion, la citoyenneté. Voilà, c'est bien le problème. C'est bien le problème, c'est bien pour ça que ça ne marche pas. Mais par ailleurs... on peut trouver sympathique, toi tu dis Spoeri, c'est dans le meilleur des cas. Moi je dirais merci Boulard-Beaumarchais. Et quand j'ai dit que c'était Bobo, je me dis c'est Beau Beaux-Arts, parce qu'en plus il y a une espèce de nostalgie du bordel des Beaux-Arts. Moi je me suis posé la question à l'envers. Je me suis dit si le pavillon français ça avait été le pavillon suisse, ils avaient fait ce qu'ont fait les Suisses, est-ce que ça m'aurait plu? Non, j'aurais été râleur, j'aurais dit à quoi ça sert, comment. Bon. Donc on n'est jamais content. Moi je suis jamais content. Donc j'avoue, je reconnais, mais dans le cas précis, je ne suis pas content non plus de ce pavillon français. D'abord parce que je trouve que, je suis d'accord avec Francis, le mieux c'est la vidéo dans la maquette. Ça, ok. Mais alors, une fois que tu es rentré dans cet espace, que tu vas, je parle même pas du fond, je viendrai au fond après, mais sur la forme. Tu vas à droite, tu trouves des espèces de photos, c'est cradingue, c'est absolument, vraiment, tu as l'impression d'espace, c'est vraiment sale. Et tu vas à gauche, et tu as cette espèce de salle avec, ils ont appelé ça stories ou histoire, où tu as ces formules de gens qui viennent sortir des phrases toutes plus creuses les unes que les autres. Ça m'a fait penser à cette phrase de Sacha Guitry, là, ils ont confondu ce qui est creux et ce qui est profond. C'est épouvantable. Et alors ça, j'ai trouvé ça terrible. Et alors, le problème, il est plus général, c'est-à-dire que, est-ce qu'on n'est pas là devant une situation où, une fois de plus, des architectes refusent de parler d'architecture. C'est très bien de dire il y a des friches, on va les transformer en lieu d'agite-propre culturel. Personne ne peut être contre, c'est formidable. Mais qu'est-ce que ça apporte à l'architecture? Rien, absolument rien. La friche de la Belle de Mai, c'est de l'architecture. Ça d'accord. Mais on n'a pas attendu le pavillon français pour le savoir. Le 104, c'est aussi de l'architecture, mais c'est des projets qui sont présentés. Voilà. Dans tous les projets, l'architecture n'est jamais oubliée, je suis désolé. Et puis je te dis, il y a toujours une histoire de contexte. Là, il y a le contexte. Le pavillon, il s'adresse effectivement à l'international. Nous, c'est vrai que, comme tu dis, c'est notre religion. Le résultat est clair.
Donc on la proclame partout, on parle de citoyenneté. Et puis après, le contexte national, eh bien, effectivement, c'est la remise en question de la loi MOP, la loi Elan, le retrait. Donc, tu vas pas me dire que c'est international, ça. Ça, c'est vraiment des questions à usage interne. Oui, c'est des usages internes, c'est l'autre contexte. Il y a un contexte international, on affirme la citoyenneté par rapport au monde, et après, il y a le contexte national. Voilà. Le contexte où la ministre n'est même pas venue pour faire son discours, tu vois. Voilà. La ministre était en Russie avec le président de la République. Et elle a été représentée par la directrice de cabinet. J'ai envie de Joker. Non, pas à cette table. Non, mais bon, c'est tout ça, c'est en même temps tout ça est très sympathique, très ludique, pas très utile, quoi. Effectivement, je peux pas dire que les discours qui traînaient à gauche à droite m'ont rempli d'émerveillement, etc. Mais bon, voilà. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu le prix? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu le prix? Oui. Après tout ce que tu dis. C'est le meilleur. Hein. Moi, j'ai pensé que ce serait le pavillon israélien qui aurait le prix. C'est franco-français, quoi. Mais en tout cas, c'est un pavillon qui répond parfaitement au thème, le free space. Mais il est un peu daté bouchin des années 80. D'accord, mais il faut quand même souligner l'adéquation au thème, parce qu'on a dit qu'en effet, on pouvait complètement s'en libérer du thème, mais ceux-là, ils ont joué le jeu, ils sont allés au bout. L'exercice qu'ils ont fait avec la caserne sur le Lido et autres, la caserne militaire et autres, il y a quand même une histoire très très intéressante. Ils ont créé un mouvement. Mais sûrement. Et à l'intérieur, il y a un mur où les gens écrivent des choses pour justement continuer les expériences dans d'autres lieux que les lieux en France. C'est très Mao. Non, mais c'est quand même assez intéressant, ça. C'est qu'il y a une chaîne. Non, mais bien sûr. Il y a un côté mouvement citoyen. Voilà, il y a un côté associatif. C'est sympathique, mais enfin, franchement, c'est pas plus, quoi. Comment ? C'est pas plus que ça. Mais si, peut-être. Et on n'arrête pas de nous raconter. Aujourd'hui, il y avait l'inauguration de la Villa Médicis, là, et ça recommence. Les créations avec les gens du quartier, les citoyens et tout. Mais tout ça, c'est bidon. C'est pas du tout bidon. C'est ce qui va finir par prendre la relève, si tu veux, du dispositif politique traditionnel. C'est pas du tout bidon, quoi. Non, mais soyons optimistes. Encore heureux. Revenons à Paris. Avec la résidence étudiant dans le 14e. J'ai pas dire encore un mot sur la Biennale, excusez-moi, parce que j'ai oublié un truc. Hein. Non, parce que c'est vrai que j'ai parlé des formes, c'est vrai que donc j'ai parlé de la colonne, du mur, et puis c'est vrai qu'il y a aussi une thématique qui m'a vachement intéressé, c'est celle de l'amphithéâtre. Et notamment, je recommande à tous d'aller voir le pavillon grec, je le trouve vraiment cette fois-ci exceptionnel. Parce qu'effectivement, ils sont partis de la thématique de l'école d'Athènes, et donc ils ont mis des emmarchements partout, pour que les gens puissent discuter. Et surtout, bon, ils ont remplacé les personnages peints par Raphaël par des maquettes d'architecture représentant donc elles-mêmes des amphithéâtres. Donc il y a toutes les maquettes, il y a le théâtre de Dionysos, il y a la bibliothèque de Boulay, il y a des projets de Remcolas, et je trouve ça super intéressant, super important. Et aussi, l'amphithéâtre, on le retrouve dans plusieurs pavillons, notamment le pavillon belge, puisque c'est super intéressant, parce que voilà, c'est un dispositif comme ça qui vient contaminer le pavillon, et qui crée des situations, mais disons, totalement insolites, comme effectivement ces petites pièces là dans lesquelles on ne peut pas rentrer, et où on est coupé du centre, un petit peu peut-être à l'image de l'Europe d'aujourd'hui. Et je trouve ça vraiment bien d'avoir travaillé sur un dispositif, sur une forme architecturale, puis d'avoir poussé jusqu'au bout. Et mais c'est un thème récurrent parce qu'on le retrouve aussi donc, dans le pavillon finlandais, avec les bibliothèques. Donc là, là aussi, on part d'un projet, culte, comme la bibliothèque de Viipuri d'Aalto, et puis on présente effectivement toute la politique donc, de bibliothèque donc de la Finlande, qui est extrêmement importante. On comprend pourquoi, parce que là-bas, il fait super froid, donc il est plus facile de se rassembler dans des troisièmes lieux chauffés, comme les bibliothèques, que sur des places publiques. Alors, puisque tu m'as fait revenir en arrière, un mot sur RCR, le pavillon catalan, parce que ce qui est notoire, c'est qu'il est toujours en dehors de la Biennale, hein, bien sûr, le pavillon espagnol est à l'intérieur des Giardini, mais là, justement, il ne défendait pas des valeurs catalanes, il défendait un travail, et il présentait le travail de RCR à travers le Pritzker. Donc c'était la gloire catalane, et donc il y a quand même une instrumentalisation là quand même très forte des architectes, non? Ça t'a pas... Non, mais c'est vrai que je l'ai visité avec toi, et je discutais avec toi, j'ai pas trop fait attention à ce que je regardais. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est que c'est tellement intéressant quand tu parles. Et donc, ce qui m'a vachement intéressé, c'est plutôt le côté, le travail sur la matière, sur les lentilles de verre.
Voilà, je trouve ça vraiment. Enfin, j'aime bien. Voilà, oui, par moments c'est des formes architecturales, par moments c'est des matières qui ressurgissent. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Ah non, mais ils sont très forts là-dessus. Non, mais c'était au-delà ce que voulait dire ça, c'est-à-dire que c'était pas justement, voilà, c'était pas le pavillon catalan, c'est une équipe, certes, qui est arrivée au plus haut niveau, mais quand même c'est assez frappant et Dieu sait que je peux faire l'apologie des RCR. Revenons à la résidence étudiante donc à Paris. Merci Richard. Après cette l'œuvre d'Éric Lapierre, dont c'est le plus grand bâtiment. Ceci s'inscrit dans la mutation d'un site industriel de 2 hectares en plein Paris, un centre de bus, 3 programmes de logement, un en accession de Combaré-les-Marec, 2 sociaux, l'un réalisé par Nasrine Serradji et l'autre par Éric Lapierre, 200 bus, et je souligne qu'Éric Lapierre a conçu les nouveaux ateliers au centre de l'opération, et 365 logements étudiants. Alors en face du bel immeuble d'angle signé Dudoc de la cité universitaire et contre le garage Art Déco là qui attend un nouvel utilisateur et qui marque l'angle de la rue de la Tombissoire, eh bien il y a une barre de 100 mètres de long. Voilà un exercice architectural intéressant, mon cher Richard. Je pense que... Alors évidemment, tout de suite vient en tête le Narcomfin, l'unité radieuse, toutes ces choses. À l'évidence, les modèles de la modernité ont été revisités là. Et on pourrait même dire que, dans certains éléments de structure, que même les colonnes de Brancusi aussi. Donc c'est un bâtiment manifeste sur la rationalité, dans un hommage à Chris Marker, assez fort, très puissant. Et après tout, on n'est pas si loin d'Orly. Donc... que dire de cette façade comme une grille structurelle? Que dire de cette réflexion sur le logement à partir de 18 mètres carrés avec une efficacité à tomber et tout ça pour 10 fois plus d'espace collectif. Donc en fait, Lapierre, je trouve qu'il a très bien répondu à la Biennale. Le free space, on le trouve ici à la résidence étudiante. Sophie. Bon. Déjà, en premier lieu, je saluerai le travail d'Éric Lapierre, parce que je trouve que c'est vraiment une réussite totale. Moi, ça me fait un peu penser à Beaubourg dans la façon dont il vient traiter les déambulations. Et il vient vraiment travailler sur quelque chose d'extrêmement complexe au niveau structurel, puisqu'à partir du moment où il vient couper cette grande barre par une diagonale, donc en façade et à l'arrière, ça veut dire que la moindre petite modification en bas à droite du bâtiment aura des répercussions en haut à gauche. Donc là, je trouve qu'il a réussi vraiment à se montrer très très inventif dans sa structure, très audacieux, parce que le fait d'avoir mis l'ascenseur en diagonale, donc il a bien précisé, c'est pas un funiculaire, c'est un ascenseur diagonale. Enfin voilà, penser à cette idée-là, ça sort de où? Mais c'est complètement incroyable. Ça a déjà été utilisé ailleurs. Bah, peut-être pas à Paris comme ça, non, en façade, pas aujourd'hui, oui, chez Renzo Piano, bon là sous forme de funiculaire. Et donc ce qu'il faut expliquer, c'est que cet ascenseur en diagonale en façade, il permet de desservir directement tous les espaces collectifs qui sont aménagés à chaque niveau d'étudiants. Et à l'arrière, on a le pendant, on a un grand escalier droit qui vient desservir chaque niveau de coursive. Et là, c'est un véritable plaisir de se balader dans les escaliers. On a des vues extraordinaires à Paris. Bon voilà, donc là, c'est déjà un plaisir d'être dans le bâtiment. On a envie d'y rester, de s'y balader. Et à côté de ça, ce que je trouve vraiment super intéressant, je crois que Lapierre, on l'écouterait pendant des heures parler de son bâtiment, c'est qu'il vient relancer un débat théorique qui était quand même plutôt atone ces derniers temps. Et donc chaque point, c'est le départ d'une réflexion. Donc il y a vraiment une réflexion profonde sur chaque élément. Il y a une réflexion sur le béton. Donc pour lui, c'est un matériau malléable avec lequel on peut tout faire. Donc, il explique bien que l'architecte doit vraiment établir ses propres règles parce que le béton autorise tout. Et donc, de fait, dans son bâtiment, par exemple, une colonne, ça devient une sculpture. Alors, effectivement, plastiquement, ça renvoie à des tas de choses. À Brancusi. Et après, ce qui est aussi très intéressant, c'est tout le discours qu'il développe sur la grande échelle, sur la bigness.
Voilà, sur la bigness. Donc finalement, bigness, on en a beaucoup parlé, mais lui, il a vraiment une position assez claire là-dessus, qui est la suivante, c'est-à-dire que à partir du moment où on a un bâtiment de 100 mètres de long, pour lui, il faut casser l'échelle, il faut tout démultiplier. Et donc, il vient jouer en façade sur les plis de ces façades vitrées qui correspondent au logement étudiant. Et il va rejouer sur cette même forme qui reprend aussi la forme par homothétie de ces poteaux sculptures avec un jeu de plis verticaux, donc dans sa façade dans sa structure de béton en façade, et qui est en plus une astuce puisque c'est ce qui lui permet en fait, c'est des sortes de pare-feux finalement, voilà, et ça en devient vraiment un objet ornemental, un objet esthétique. Et alors je trouve c'est intéressant parce que justement le débat sur la bigness, vu la taille phénoménale de certains bâtiments aujourd'hui, il a été relancé. Et il n'y a pas longtemps, donc j'ai eu la chance d'écrire un papier sur l'architecture de la santé. Et donc dans ce cadre-là, j'avais interviewé Jérôme Brunet. Et alors justement, lui, il prend une position qui est complètement l'inverse et qui dit que l'architecte ne doit pas avoir peur de la grande échelle. Et lui, il fait la réponse totalement opposée. Donc finalement, ce serait intéressant à un moment donné de pouvoir confronter les deux, de relancer le débat. Et donc, lui, il parle de bâtiments neutres, génériques, il fait référence à Musil, de bâtiments presque sans qualité. Bon, ce qui n'est pas vrai, puisqu'en fait, ils viennent vraiment travailler sur des pots. Mais en tout cas, dans leur bâtiment, il n'y a pas de distinction de niveau, il n'y a pas de distinction d'ouvrant et de dormant. Tout est complètement uniforme. Donc, et après, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que finalement, dans le logement aujourd'hui, il y a eu des beaux projets, certes, mais en tout cas, c'était beaucoup un travail sur les espaces extérieurs, donc sur les balcons, sur les enveloppes. Et je trouve que là, il y a vraiment un travail typologique qui est dans ce projet-là et qu'on trouve aussi dans d'autres projets. Enfin, je trouve que le logement étudiant, c'est là où il y a de l'innovation en matière de logement aujourd'hui. Le logement, justement, 18 mètres carrés, donc oui, en capacité totale, oui. La salle de bain au centre. Alors, donc sa réflexion sur le logement, tout s'enchaîne, puisqu'en fait, c'est en travaillant sur des espaces de 2,50 m de large et 8 mètres de longueur, qui lui a permis de gagner de la surface à chaque niveau et de pouvoir offrir ces espaces de rencontre, ces espaces sociaux à chaque niveau pour les étudiants. Et donc, il vient, ces 18 mètres carrés, il arrive à contourner par l'aménagement de la salle de bain, il arrive à contourner la réglementation handicapée, c'est-à-dire que la règle dit que la norme dans le logement étudiant est que le logement doit faire 18 mètres carrés, mais comme tous les logements doivent être aux normes handicapées, il y a déjà 9 mètres carrés qui sont consacrés à la salle de bain. Et donc, lui, en fait, vient travailler sur des parois de verre qui peuvent se refermer, où on a normalement une petite salle de bain, et qui peut être adaptée aux handicapés en s'ouvrant complètement avec un système d'évacuation au sol, ce qui était assez complexe à mettre en place, justement, à cause de ce décalage lié à la diagonale. Richard ? Oui, mais Sophie a presque tout dit. Mais Sophie a presque tout dit. Donc, oui, effectivement, ce que je trouve fascinant chez lui, c'est que on a l'impression qu'il a fait un truc et tout découle de ce truc. C'est-à-dire que, au lieu de faire des chambres de 3 mètres de large, comme c'était fait dans l'étude de faisabilité, puis il y avait un concours, et c'est un petit peu ce qu'avaient fait les autres participants au concours. Je me rappelle, il y avait Frédéric Borel, il y avait Laurent Niguet. Ils avaient fait des choses peut-être plus fines et plus massifs. Lui, effectivement, donc il a pris le parti de faire des chambres de 2,50 m dans des couloirs un petit peu presque corbuséens. Donc, ça lui a permis effectivement de travailler sur la profondeur. Donc, il y a une très grande profondeur. Il y a plus de 20 mètres de profondeur, parce que la chambre fait 10 mètres. Il y a 2 mètres de couloir, et puis après, il y a encore 10 mètres de l'autre côté. Pas toujours, mais en tout cas sur la base. Donc, il a vraiment travaillé sur l'épaisseur. Et puis ça, donc, voilà, ça a tout découlé quelque part, parce que
ça a obligé pratiquement à avoir une façade entièrement vitrée pour faire rentrer la lumière, pour avoir donc le ratio de lumière suffisante pour éclairer la surface. Et après, donc effectivement, il y a eu la question de la propagation des incendies avec la loi de je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il faut toujours avoir 60 cm, que ce soit 60 cm donc horizontal ou 60 cm vertical, et ce qui a donné effectivement la forme des frontons inversés. Quand le verre se rétracte, donc effectivement, c'est la dalle qui permet donc d'arrêter cette C plus D. Hein. Voilà, C plus D, voilà. Et puis quand la fenêtre s'avance, eh bien là, c'est le fronton qui descend. Donc voilà, tout semble découler d'un élément. Et puis aussi, ce que je trouve aussi génial chez lui, malgré tout, c'est voilà ce côté malgré tout, tu vois, de revenir sur l'ascenseur. Qui c'est qui revient sur l'ascenseur aujourd'hui? Tu dis qu'il y a beaucoup d'exemples, mais moi, j'en connais pas beaucoup, tu vois. Donc, dire l'ascenseur, putain, je vais le sortir de la gaine, et puis je vais en faire quelque chose, quoi. Je vais lui faire traverser le bâtiment de part en part. Ben ça, il fallait le faire. Et pareil aussi pour le tuyau pompier, là, voilà, qui suit l'escalier, le tuyau rouge. Voilà, le tuyau est sorti de sa gaine, et ça devient donc un élément qui participe donc activement de l'architecture. Voilà. Et puis c'est vrai qu'il y a un côté, bon, un peu utopique, mais il y a un côté malgré tout, je trouve aussi un tout petit peu carcéral. Mais j'aime bien ça, c'est vrai, c'est dans les cours bitumés là qui sont donc côté ouest, hein, donc à l'intérieur de l'îlot. C'est vrai qu'on ne sait pas trop ce que les gens vont en faire. Peut-être mais ça, c'est pas du tout une critique. Hein. Au contraire, peut-être ils se supplicieront, je sais pas. D'un côté, ils s'amuseront et après ils font je sais pas quoi. Enfin, on peut imaginer, voilà, on peut imaginer des romans genre, comment il s'appelle le type là, tu sais, R+H, celui qui a fait l'anglais complètement délirant, qui a fait un article qui avait fait une nouvelle très connue, Ligne de béton, et puis voilà, on imagine Ballard qui écrit un truc là-dessus, mais pas possible, quoi, voilà. Et lui, c'est vrai qu'il a prévu la jeter. Et ça qui est bien aussi, je trouve, cette idée-là. Bon, la jeter, on voit pas trop le rapport, mais pour lui, c'est évident, quoi. Voilà, c'est ça qui est trop marrant. Bien, bon, excusez-moi. Si, mais parce que ça se termine sur, voilà, c'est ça l'idée. Oui, mais si tu veux, oui, bien sûr, mais ça c'est son truc à lui, si tu veux. Tu vois, je pense pas que. C'est vrai que moi, je suis monté le soir là-haut. C'est vrai qu'il y avait des étudiants qui étaient posés sur la terrasse, sur les cheminées, un petit peu comme des siméons stylistes. Oui, c'est fascinant, mais voilà, chacun s'approprie. Ce bâtiment, il est capable il est capable de permettre à chacun de s'approprier donc sa propre fiction. Voilà. Pour la pierre, c'est la jeter, et pour d'autres, ça peut être autre chose. Quoi. Oui, puis il y a les salons à ciel ouvert là, qui sont donc le prolongement de. Voilà, mais c'est ce qu'on voit là que je trouve assez carcéral, mais bon, voilà. Moi, je l'ai visité aujourd'hui tout seul. Bon, j'étais pas avec Éric Lapierre, donc j'en ai moins compris que vous. Cela dit, j'ai trouvé ça formidable. Vraiment, d'abord, il y a une chose dont vous n'avez pas parlé, c'est le bâtiment des bus, qui est quand même magnifique aussi, cette espèce de bâtiment étincelant. Alors lui, qui est complètement l'inverse, justement, qui est une espèce de bâtiment de métal sans aspérité. C'est très étonnant, en plus, qui joue sur les reflets, enfin bon, tout ça, très beau. C'est vrai ce que tu dis sur Beaubourg, parce que c'est vrai que quand on est au 10e étage, qu'on est en haut, qu'il y a tout l'escalier qui descend, on n'a qu'une envie, c'est de descendre l'escalier. On n'a pas du tout envie d'aller chercher l'ascenseur. Je parle du l'ascenseur bête, hein, celui d'avant. Puis alors il y a des choses qu'il faut dire aussi, c'est qu'il a ajouté des quantités de décors, de petites choses qui souvent en rajoutent et en font trop. Et je trouve que là, le fait d'avoir mis sur les nez de marche les textes justement de la jetée, c'est quand même très beau, parce que c'est très énigmatique. Le carrelage. On parle même des sous-sols de Chaillot, hein, qu'on voit bien dans le film de Chris Marker. Oui, alors ça, j'ai pas vu. Moi, j'avais pas cette référence. Il y a une typo très particulière. Oui, absolument. Du Garamond, auquel il tenait absolument. Monsieur Garamond. Et aussi avec une sorte de clin d'œil à Perret. Les carrelages sont très étonnants aussi. Il y a beaucoup de choses comme ça. Par exemple, aussi les portes qui sont toutes d'une couleur différente, qui reprennent le bleu du ciel à un certain jour de l'année, parce qu'il y a 365 chambres. Donc, chaque porte reprend donc une couleur de l'année de construction. Et ça pourrait paraître idiot, mais en fait c'est génial, parce qu'effectivement ça évite d'avoir une enfilade de portes infinies, donc elles ont chacune leur reflet particulier. Je crois avoir compris qu'il avait pensé à la fin de retirer l'ascenseur en façade, et que je sais pas quand on lui a demandé de le conserver. Il y a eu, j'ai entendu ça. Ça c'est Alexandre Labasse qui m'a dit ça, Arsenal. Mais ça doit être vrai.
Moi, ce que j'ai trouvé fascinant aussi, c'est le côté pyranésien. Ça, on n'en a pas parlé. Je sais pas, j'ai pas vu si ça apparaissait dans les photos ou pas. Mais le fait de travailler sur la diagonale, comme les parois des espaces collectifs des étudiants sont en verre, ils communiquent tous visuellement. Donc, oui, en parce fait, que ça, on ne voilà. le voit pas Et sur les ça, photos, ça, mais c'est extraordinaire. ça, Ouais. c'est dément comme À espace, l'intérieur c'est du bâtiment, incroyable. dans l'intérieur, on voit la chute de tous les La chute, espaces ouais, c'est ça. Ils en abîment. partagés. Quoi. Ça, c'est très extraordinaire. Ouais. En tout cas, il est certain que c'est un bâtiment qui a marqué l'année, hein, et d'une manière extrêmement forte. Passons à Longchamp. Donc, on parlait des nouvelles tribunes de l'hippodrome, de Paris-Longchamp, parce que c'est son nouveau nom. Je rappellerai qu'il a été ouvert sous Napoléon III, dans le nouveau Bois de Boulogne créé par Alphand, et que l'hippodrome connaît aujourd'hui sa troisième étape de mutation. Les tribunes des années 60 ont été détruites et Dominique Perrault et Gaël Loriot-Prévost ont travaillé justement sur la transformation de ce lieu et lui ont imprimé une dynamique et on pourrait dire un véritable nouveau style. Richard, toi qui es turfiste, oui, enfin, le dimanche, on a bien non, compris que tu n'allais pas à la messe, donc non, tu mais- vas... Non, il est jockey. Il est choqué. Non, mais oui, mais c'est vrai que ce bâtiment, il est remarquable à plusieurs niveaux, effectivement. Donc, enfin, il est remarquable. De toute façon, enfin, moi, je connais rien, bien sûr. Donc, au champ de course, je n'y vais jamais. Mais quand même, c'est quelque chose de très, très puissant, très fort, parce que, enfin, je crois que tu connais les choses encore mieux que moi, parce que il y a un côté, malgré tout, donc, voilà, il y a un côté un peu mythique. C'est un peu le mythe du centaure qui revient, qui est un peu fondateur de notre civilisation. Et surtout, ce qui est fascinant, enfin. Je suis allé un jour de course, il y a des quelques courses, mais c'est toutes ces populations comme ça qui ont strictement aucun rapport les unes avec les autres, parce qu'il y a des gens qui vont le jeudi après-midi pour jouer au tiercé, donc ils sont là, et après il y a ceux qui sont dans les salons là-haut. Enfin, c'est toute cette stratification comme ça de couches sociales qui n'ont strictement aucun rapport les unes avec les autres, mais qui communient quelque part donc, dans ce culte du Minotaure, mais du centaure, merci, du centaure, voilà. Donc je trouve ça vraiment étonnant. Et après, c'est vrai que, bon, il y a le côté aussi, enfin je crois que, j'ai relu le texte qu'il a fait, là il dit que ouais, c'est comme un cheval qui court. Et c'est vrai qu'il y a un côté, je trouve, un tout petit peu kandinskien dans ce projet, parce qu'effectivement, le cheval, bon, chez Marinetti, c'est le bolide, et chez Kandinsky, c'est le cheval. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu kandinskien. Et d'ailleurs, ce projet, c'est un peu, bon, bien sûr, point, ligne, plan, parce qu'effectivement, c'est des plateaux comme ça qui sont superposés, qui sont comme des plateaux d'assiettes comme ça qui sont décalés. Et puis ensuite, il y a effectivement des lignes, voilà, c'est les pylônes. Enfin, ce qui est intéressant aussi, c'est que tout ce qui est éclairage, tout ça, c'est détaché de la construction, c'est des lampadaires. Donc les plateaux, ça désigne de grands espaces publics avec des estrades, avec des bancs. En plus, ces plateaux, enfin, en plus cette tribune, elle est totalement réversible parce que donc d'un côté il y a le champ de course et puis de l'autre côté donc il y a le pesage. C'est deux spectacles totalement différents. On imagine très bien la foule qui passe d'un côté à l'autre. Et puis donc enfin il y a les points. Ce sont ces éléments qui sont creusés là, dans les dalles. Et je trouve que c'est une solution donc assez puissante parce que ça permet effectivement donc toutes sortes de transformations. On peut changer les lampes, on peut faire n'importe quoi sans avoir d'incidence donc sur le fond du projet. Sophie? Ouais. Moi, je suis cavalière, j'adore les chevaux et voilà, j'adore aller aux courses. J'y vais de temps en temps dans le Nord. Et donc la caractéristique, et c'est là où le projet de Perrault le règle super bien, c'est que aller aux courses, c'est pas une activité statique où on est dans une tribune et on regarde une course. C'est un moment festif, c'est un moment collectif. C'est à un moment donné, on va quitter la tribune pour aller boire un verre. Enfin, ça circule énormément. Et jouer, bien sûr, aller jouer, aller voir les, oui, voilà, aller jouer, regarder les scores, parier, voir les résultats, voir les chevaux. Et donc lui, il a complètement modifié les circulations, puisqu'avant il n'y avait pas de façade arrière. Voilà, c'était un mur. Or maintenant, on a une superposition. Alors Free Space, on a une superposition de plusieurs plateaux, et il y a une espèce de fluidité au niveau des circulations. On va extrêmement rapidement d'un point à un autre.
Et puis alors il a fait ça avec une intelligence dans le dessin, c'est-à-dire que par exemple quand on est dans les niveaux supérieurs, il y a un système de gradins qui fait que on se sent pas sur un plateau avec un garde-corps, on est vraiment littéralement en surplomb sur le paysage du bois de Boulogne. Et en plus maintenant, le fait d'avoir ouvert à l'arrière, ça permet d'avoir vue sur les écuries, puisqu'on peut pas s'en approcher, comme c'est voilà, souvent c'est des chevaux qui valent plusieurs millions d'euros, c'est extrêmement sécurisé. Et donc, de fait, ça permet de quand même démocratiser un peu l'activité. Et alors, ce que j'ai trouvé vraiment étonnant, mais surprenant, c'est la façon dont ils ont travaillé la matière. Donc là, je pense qu'il y a vraiment la patte des deux, quoi, Gaël Loriot-Prévost et Dominique. Quand on arrive de loin, le bâtiment, on ne le voit pas. Il est invisible puisque la couleur fait qu'ils se font littéralement dans le paysage. C'est une couleur un peu indéfinissable, assez naturelle. Parfois c'est champagne, parfois c'est doré, parfois c'est kaki. Enfin, en tout cas, de loin, en arrivant, moi le jour où je suis allée avec la lumière qu'il y avait, on ne le voit pas. Et puis après, ce qui est assez surprenant aussi, là c'est selon les angles de vue, mais en tout cas la tribune de profil avec le système des planchers décalés, on a vraiment l'impression d'un bâtiment en mouvement. Et alors ça remet en cause un peu tout ce qu'on pensait du mouvement en architecture, donc c'est quand même la quête du Graal. Quand on voit les torsions de Franck Gehry ou les courtes de Zaha Hadid, où le mouvement c'est forcément dans ce registre-là. Là non, lui, avec quelque chose de hyper rationnel, de très rectiligne, il arrive à donner un mouvement extraordinaire. Et voilà, je trouve que c'est vraiment un tour de force. Donc, par les effets magnifique. De tension. Philippe ? Oui, moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter d'autre. J'y suis allé samedi dernier pour le voir, donc j'y étais jamais allé. Il y a une chose, juste tous des petits détails que j'ai trouvé intéressants, c'est que c'est vrai qu'on a l'impression d'un bâtiment sériel, comme d'habitude chez Perrault, mais quand on regarde, c'est plein de petits détails extrêmement intéressants. Si tu pouvais remontrer, il y a des photos où on voit justement les rambardes, là. Et c'est très intéressant de voir comment, précisément, elles ne sont pas... Oui, mais il faudrait les voir de plus près. Parce qu'elles ne sont pas... Oui, c'est intéressant de les voir. Parce qu'il y a une barre sur 3, je crois, qui est torsadée, qui n'est pas comme les autres. Et il y a plein comme ça de détails étonnants qu'on voit pas, parce qu'on a l'impression que c'est une espèce de grand bâtiment comme ça tout pareil, mais pas du tout. C'est plein de... C'est dommage, t'as une photo, on voit ça très bien, mais c'est pas grave. Non, mais je crois que c'est un vrai constructeur. Parce qu'en plus, ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont il anticipe un petit peu. C'est la manière dont il anticipe les malfaçons. Parce que là, effectivement, la rambarde, c'est fait pour ça. Parce qu'elle aurait été horizontale, on aurait tout de suite vu si voilà, elle n'était pas droite. Tandis que là, effectivement, comme elle est un petit peu en écaille. Non, mais je pense à du haut, là, du dessus. Là, voilà, comme elle était un tout petit peu en écaille ou décalé. Donc, voilà, si c'est pas très bien fait, eh bien, ça passe, quoi. Voilà. Ça qui est. Et puis aussi, bien sûr, il y a le travail totalement remarquable de Gaël Loriot-Prévost, parce que ce travail sur de customisation d'éléments qui sont de production courante. Donc, ça, c'est vrai, il faut quand même le répéter. Frédéric. Personnellement, enfin, j'ai fait le tour au galop, si je puis dire. C'est un des plus beaux bâtiments de Perrault, hein, pour moi, vraiment d'assez loin. Il a un côté colosse. Effectivement, il n'a pas ce côté répétitif batterie ça pour le porte-à-faux. Oui, bien sûr. Ouais. Pas seulement, il y a une espèce de les empilements, les trucs, etc. Mais c'est superbe. Il y a un truc fort, très expressif, et ça nous change de certains Perrault qui sont très repliés sur eux-mêmes, quoi. C'est vraiment là, il est ouvert, il est clair et joyeux. La collaboration avec Gaël, hein, tu l'as souligné, et c'est vrai, on le voit depuis la Cour de justice européenne et autres, tout le travail, tout l'apport qu'il y a sur ce projet, Versailles aussi. La BNF. Et bien sûr, j'avais pas oublié la BNF, mais je veux dire que c'est encore plus évident parce qu'il y a une filiation entre ces projets-là dans les univers chromatiques, donc c'est quelque chose là qui est de plus en plus fort. Donc là, je note aussi l'unanimité sur ce projet. Tu gardes le micro, tu nous emmènes à Londres pour la Royal Academy, qui
Donc, un travail qui a été inauguré par la reine comme il se doit, travail de David Chipperfield, qui, après le Neues Museum de Berlin, donc, poursuit son œuvre au cœur du patrimoine. Oui, alors je suis assez embarrassé en fait pour en parler parce que bon, je l'ai vu avant la reine d'abord, ce qui pourrait être discourtois, et il y avait aucune œuvre dedans. C'est-à-dire que c'était comment dirais-je assez. Oui, ben voilà, je présente la reine. Tu n'es pas sur la photo? Pardon? Tu n'es pas sur la photo? Non, j'ai été prié d'attendre un peu. Et donc il y avait aucune œuvre à l'intérieur. Et finalement, bon, c'est un gros travail. Hein, la Royal Academy se trouve augmentée de 70% en surface par l'ajout du bâtiment qui est à l'arrière. Et effectivement, tout ça est très patrimonial, c'est-à-dire que ce sont deux éléments assez différents, mais disons de même esprit. Et Chipperfield n'a pratiquement rien fait, si on peut dire, c'est-à-dire que il y a un petit passage assez inélégant. Assez poussif qui va le link entre les deux Pardon? choses, oui, on le voit sur la maquette là. Oui, voilà. Bon, c'est ça. Personnellement, j'aurais plutôt imaginé quelque chose de plus transparent, plus clair, plus ouvert, et plutôt que cet élément qui n'a pas, comment dirais-je, grand-chose à voir ni avec le devant ni avec l'arrière. Donc après. Faire de la critique sur un bâtiment comme ça, c'est compliqué. C'est-à-dire que, alors que le Neues Museum était vraiment, comment dirais-je, d'abord un énorme travail. Il y avait énormément de choses à construire ou reconstruire. Là, j'ai surtout le sentiment d'un ripollinage en blanc. Du percement de quelques endroits, de la construction d'un très bel amphithéâtre. Et puis voilà, ce passage qui très utile, hein, sinon la machine ne serait pas possible, mais qui se limite à voilà l'amphithéâtre ici, qui est très efficace, qui rappelle un peu les amphithéâtres d'école de médecine. Il manque un macabé en bas, mais sinon c'est. Doit-on comprendre que le travail est un peu moins abouti que celui du Neues Museum, qui était plus complexe, plus... je pense qu'il a été, je veux dire, c'est quand même la Royal Academy. Il a pas peut-être pu, mais il a peut-être pas voulu non plus. Lui-même est quand même assez académique à sa manière, donc il a peut-être pas voulu, comment dirais-je, trop agiter ce double bâtiment. Les éclairages au plafond en plus sont quand même assez cheap anglais, enfin je sais pas, c'est pas Chipperfield, c'est cheap anglais, et elle est bonne, hein. Et voilà, parce que Unterlinden à Colmar, hein, on a parlé autour de cette table déjà. Voilà comment aussi deux architectes ont pris des éléments anciens. Ah oui, mais ça allait beaucoup plus loin. Oui, mais c'est ce que je veux souligner, c'est-à-dire que là, on a quelque chose qui est, si j'entends bien, sans y être allé, est un peu en dessous, non? Oui, sûrement. Alors on peut dire qu'il a tiré parti par exemple, de ces beaux passages, de ces brigues, de tout ce qui existait. Mais est-ce que ça valait qu'on fasse ce bruit considérable, qu'on déplace la reine de son Buckingham? Enfin voilà. Bon, après il faut écrire le papier, c'est compliqué. On va aller à Lyon avec Richard. Alors, c'est pour parler d'un immeuble de logement réalisé par Herzog de Mont sur le site de Lyon Confluence. Une petite tour de 15 niveaux, l'îlot A3. Philippe dirait que c'est un bon format pour commencer, hein. Mais voilà, est-ce que donc 15 niveaux, comment ça se passe? Pourquoi cette tour? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? En fait, dans le paysage? Il y a beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a déjà le plan de la Confluence, c'est eux qui le font maintenant. C'était Gruyter avant, il a pris le relais. Et donc là, c'est le premier îlot qui a été construit dans leur plan. Et là, tout de suite, on voit un petit peu les nouvelles règles qu'ils ont données à la Confluence.
Ils ont demandé donc aux architectes de faire des volumes. Enfin, on pourrait dire que c'est un îlot ouvert, parce que tous les bâtiments sont séparés. En fait, c'est pas un îlot ouvert, les bâtiments sont séparés. Enfin, c'est pas un îlot ouvert au sens dont on pense pas, où là, il y a une sorte de dialogue formel entre les différents blocs. Et puis aussi, les ouvertures, c'est plus des respirations, des perspectives. Là, les ouvertures, c'est pas des respirations, mais c'est vraiment des passages. Et puis la ville, donc, par tout un système de vénelles, pénètre vraiment, réellement, donc, à l'intérieur de cet îlot. Et donc, ils ont demandé aux architectes, mais ils n'ont pas vraiment suivi la règle, d'ailleurs, mais de ne pas construire trop haut, de construire des formes simples, pas des formes biscornues, et puis aussi d'avoir des couleurs, donc, qui se réfèrent à des matières, c'est-à-dire du gris, du blanc, pas de rouge, pas de noir. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Donc tout à l'heure on a vu, je pense, l'autre bâtiment remarquable de l'îlot, c'est le bâtiment de Christian Keretz, qui s'est vraiment plié à la règle. Et après il y a d'autres architectes, c'est celui qui est devant, là c'est au premier plan. Et après il y a d'autres architectes aussi, donc qui ont travaillé sur cet îlot, notamment Titania Bilbao. Bon, elle n'a rien fait d'extraordinaire, mais voilà, mais ça, ce qui est assez beau, c'est que c'est voilà quelque chose de très cohérent, et puis il y a deux bijoux qui sortent de cet écrin, donc le bâtiment de Keretz, et puis derrière, donc la tour d'Herzog-Moron. Alors cette tour, elle est intéressante parce qu'en fait, ils sont partis pour la faire d'un projet qu'ils avaient déjà fait, donc ils se sont copiés un tout petit peu eux-mêmes. Et ce projet qu'ils avaient... Mais ce projet qu'ils avaient... à quel endroit? Ils l'ont fait, donc, j'ai pas retrouvé la référence, que je comprends, j'arrive pas à lire l'allemand, mais ils l'ont fait en Suisse, donc dans un parc, dans une friche industrielle. Donc c'est pareil, c'est le même système, à peu près. C'est a priori le même système, c'est-à-dire que c'est un bloc, mais c'est pas une tour, c'est un bloc avec des tourelles d'angle. Et en Suisse, donc, dans les tourelles d'angle, il y a les escaliers qui permettent de monter dans les appartements, et puis donc de faire en sorte que les appartements aient un contact direct avec la rue. Chaque appartement a son escalier, donc c'est le même principe typologique. Donc le bloc, il est de base carrée, il est coupé en 4, et donc chaque appartement donc occupe un angle. Là, c'est un petit peu la même chose. Et d'ailleurs, on retrouve l'escalier, on le voit sur le plan en haut. Donc il y a toute une partie des appartements qui sont orientés au nord, qui peuvent, dans la base de la tour, qui ont donc un escalier pour pouvoir rejoindre plus facilement que les autres le jardin. Les autres sont privilégiés parce qu'ils sont soit au sud, soit à l'est, soit à l'ouest. Mais après, donc, et c'est ça qui est intéressant, c'est que voilà, ils sont partis du contexte, quelque part du contexte lyonnais, c'est vrai. Donc les bâtiments lyonnais sont relativement simples. Après, ils sont partis du contexte de leur propre travail. Ils ont retravaillé donc un projet peut-être qu'ils trouvaient intéressant de développer. Mais dans le premier projet, donc le projet dont j'ai parlé dans cette friche industrielle, c'est vrai que c'est un bâtiment, disons, centripète, voilà, tandis que là, c'est un bâtiment qui est complètement centrifuge, voilà. On le voit sur le plan, hein, c'est-à-dire tout est orienté donc à l'intérieur du logement vers la vue, et notamment, donc, on le voit, donc il y a pratiquement 4 logements dans chaque angle, et tout l'espace donc s'organise en diagonale autour donc du balcon loggia, hein, qui occupe la petite tourelle d'angle. Je trouve c'est toujours, mais c'est quand même intéressant parce que bon, ce sont les rares grands architectes internationaux qui s'intéressent toujours au logement et qui font donc toujours de manière très, très précise, très sensible. Enfin, on se rappellera la rue des Suisses à Paris, hein, des logements là, qui sont vraiment repensés de A à Z. Et puis, comme le disait, donc, effectivement, comme tu le disais, donc c'est pas du tout du travail d'enveloppe, il y a vraiment donc, un travail sur les typologies de logement. Autre chose aussi, c'est les fenêtres. On les a peut-être vues rapidement. Vous voyez, voilà, non, c'est pas celle-là. Oui, on les voit en haut, là, par exemple. Là, on a l'impression que c'est des fenêtres un peu à la Guéry, là, donc au bâtiment qu'il a fait à Berlin, enfin, à Prague aussi, il a des fenêtres comme ça. Mais en fait, pas du tout. C'est pas du tout formel. Hein. Et justement, ça participe hein, du côté donc centrifuge des appartements, parce que ces fenêtres, donc, elles sont en biais, elles permettent d'agrandir l'espace. Elles correspondent donc à un store qu'on peut baisser, d'ailleurs on le voit par endroits, il est baissé, et puis à une fenêtre qu'on peut, comment on appelle ça, basculer, voilà, c'est ça. Et donc ça permet d'agrandir visuellement l'espace. Quand tu fermes le store, tu as l'impression que la pièce est beaucoup plus grande, et donc ça cadre complètement hein, dans cette idée de faire en sorte que ce soit des bâtiments totalement centrifuges, où tu te sens projeté vers la vue, vers l'extérieur. Et justement, plus
tu montes, plus tu es projeté, puisque donc dans la partie basse, il y a ce reliquat qui ressurgit de l'appartement, donc du bâtiment de logement en Suisse, où là vraiment c'était quelque chose de plus centripète. On va descendre vers le sud pour aller à Nîmes. Vient de s'ouvrir le musée de la Romanité, qui pose toute la question du rapport à l'antique. Alors on se souvient du carré d'art de Norman Foster dans la même ville de Nîmes face à la Maison Carrée. Et là, il y a un travail d'Elisabeth de Porzampar, tout proche, dans une relation à quelques mètres de la reine. Philippe. C'est pas le morceau de choix parce que évidemment, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment la ville de Nîmes poursuit cette volonté de coller de l'architecture contemporaine vraiment contre des bâtiments anciens. Et c'est quand même, je crois pas qu'il y ait beaucoup de villes en France où on fasse des choses pareilles. En ce sens, il y a vraiment une ligne, une ligne urbaine, une voie comme ça qu'on peut suivre dans Nîmes. Allant de Némosus, comme ça, bon, et avec, tu l'as dit, évidemment, le carré d'art de Foster, et maintenant le bâtiment d'Elisabeth de Porzampar. Alors c'était intéressant d'aller voir ce bâtiment, parce qu'évidemment, il y a une énigme sur Elisabeth de Porzampar. Alors, il se trouve que j'ai fait un portrait d'elle qui va paraître en juillet dans Air France Magazine, et donc j'ai parlé avec elle, et ce qui m'a surpris, parce que j'ai trouvé que le personnage était plus intéressant que je le pensais, et plus fragile que je pensais. Et j'avoue que dès le départ, je lui ai posé les deux questions qui fâchent. Je lui ai dit, sinon, ça sert à rien qu'on se voit. Donc, est-ce que tu as du boulot parce que tu es la femme de Christian de Porzampar? Et deux, est-ce que tu es en train de dévorer Christian de Porzampar? Parce que c'est vraiment, voilà, évidemment, ça l'a un peu secoué, mais ses réponses étaient très intéressantes parce que elle expliquait, alors je vous renvoie quand vous prendrez l'avion pour le lire. Non, mais elle racontait que au début, quand elle a commencé à rendre public un certain nombre de ses productions de designers. Elle voulait signer de son nom de jeune fille et que le nom Porzampar est apparu et ensuite elle dit j'ai des prix là-dedans. Mais revenons sur le bâtiment le projet. Le problème du projet, c'est que à l'intérieur, c'est un peu le contraire de ce qu'on dit d'habitude. C'est-à-dire que d'ordinaire, on dit souvent la façade est magnifique, mais dedans, c'est plutôt le contraire. Je trouve que l'intérieur est assez réussi. La présentation des collections, tout ça, ça fonctionne bien. Il y a des passages, des passerelles, des espaces particuliers. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce qu'il faudrait les voir. Le problème, c'est l'extérieur. C'est parce que, évidemment, cette fameuse voilette dont elle dit que ça devait... On imagine que si elle avait réussi à tirer cette voilette jusqu'au sol, peut-être qu'il y aurait eu quelque chose. Mais là, on a un socle extrêmement lourd et on a au-dessus une voilette qui est mal réalisée. On le voit là dans la photo de droite et c'est quand même vraiment problématique. Et c'est d'autant plus problématique qu'il y a en plus des erreurs qui sont peut-être pas de son fait, mais qui sont stupéfiantes. Comme par exemple le fait qu'on ait choisi alors là, c'est pas du Garamond qu'ils ont pris, ils ont pris une police de caractère pour écrire romanité, mais qui est une police de caractère de type grec, on dirait du cyrillique. Et alors, quand on le lit, pour les gens qui parlent du cyrillique, on a l'impression là d'avoir un rotli. Enfin bon, c'est très très étrange. On a l'impression que c'est du grec. Et j'en ai parlé l'adjoint au maire à la culture, et il était fou de rage. Je me dis, mais oui, bien sûr, c'est lamentable. Bon, c'est très étrange, quoi, parce que on se dit, si c'est aussi lamentable que ça, il fallait quand même faire quelque chose. Donc, j'ai dit ça pourquoi? Pour dire qu'en fait, c'est un projet qui n'est pas maîtrisé. Le problème, il est là. C'est que c'est un lieu extraordinaire, parce que quand même, on est vraiment très très près. Il y a des photos où on le voit. Le bâtiment est collé. Il faut traverser une rue pour être sur les arènes. Alors, ce qui est assez réussi quand même, c'est que sur le toit, il y a un jardin avec des terrasses qui ont un côté assez brésilien, un peu Niemeyer. Et ça, c'est très réussi. Il n'y a pas de doute, ça marche bien. La vue, évidemment, elle est extraordinaire, mais ça, c'était peut-être le plus simple. Mais disons que même ce parcours sur le toit est assez bien fait. Le problème, c'est... Et encore une fois, je dis même à l'intérieur, on a vu un escalier en métallique qui est quand même assez beau. Tout ça fonctionne plutôt bien. Le problème, c'est l'extérieur, quoi. C'est qu'on a l'impression d'un bâtiment bricolé, pas très bien fini. Et vu la proximité des arènes, c'est quand même très fâcheux, quoi.
Le grand escalier qu'on vient de voir, en fait, c'est lui qui conduit à cette promenade sur le toit. Non, il conduit d'abord aux étages des Il expositions. y a un parcours muséal, oui, puis un absolument. parcours sur la ville. Ah oui, alors il y a une autre chose qu'il faut dire aussi, c'est qu'on voit ce bâtiment avec cette voilette de métal. Derrière, il y a un deuxième bâtiment qui est un bâtiment de bureau. Et là, c'est une espèce de bâtiment corporate qui n'a aucun intérêt, qui est collé sur une espèce de jardin où les paysagistes ont conçu un certain nombre de strates de plantes partant de l'époque romaine jusqu'à la période. Mais il y en a trop. C'est une espèce de, il y a du béton partout. Enfin, c'est très curieux. On est mal à l'aise, quoi, parce qu'on sent que ça aurait été fin et épuré, ça aurait été magnifique, mais là, c'est pas le cas, quoi. Alors, Richard, j'ai noté qu'il parle de voilette. Moi, j'aurais pensé qu'on aurait dit toge. Romaine, non? Est-ce que c'est ça la métaphore? Ça au départ, est-ce que c'est bien possible? Comment tu as vécu ce bâtiment? Écoutez, oui, moi je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes, comme tu l'as dit, voilà, effectivement, peut-être aussi, enfin, des choses intéressantes. Oui, c'est vrai, il y a une sorte de réflexion sur le nuage, par exemple. Tu te rappelles, tu nous avais présenté il y a 2 ans le projet de Fuxas à Rome avec une structure nuageuse. Bon, moi je pense que bon, mais c'est courageux d'attaquer cette question-là du nuage. Bon, est-ce qu'on peut faire un nuage vraiment? Eh bien, oui, c'est difficile. Voilà, mais en tout cas, elle s'est attaquée à ça. Et par contre, il y a une chose que je trouve quand même assez réussie, c'est quand on est à l'intérieur. Donc, il y a des grandes perspectives comme ça qui sont tracées dans la scénographie, comme tu l'as très bien dit. Et par moment, donc, on voit les arènes à travers la façade. Enfin, à travers les trous dans la façade. Les trous dans la façade, c'est vrai qu'ils sont par moments un peu gênants quand on est à l'extérieur, mais là, c'est vrai qu'ils sont, disons, beaucoup plus légitimes, parce qu'on a l'impression effectivement comme quand on arrive en avion au-dessus d'une ville, et puis à travers les trous des nuages, on voit la ville. Et là, c'est pareil. Donc, à travers les trous de la façade, les trous nuageux de la façade, on voit les arènes de Nîmes. Ça, c'est assez intéressant. C'est pas le cadrage bête et méchant d'une fenêtre, hein, et puis il y a une sorte de distance qui est mise donc par l'épaisseur même de la façade qui se détache de la façade en béton, de la façade vitrée qui se détache de la façade en béton. Et donc ça, je trouve ça effectivement intéressant. Voilà. Tu l'as pas vu, je crois. Hein? Non. On va parler du film Big Time, donc rapidement. Donc c'est un film à la gloire de Bjarke Ingels, hein, complètement. C'est une hagiographie. Hein, c'est un film qui, après ceux sur Frank Gehry par Sidney Pollack et autres, quoique là, il y avait un grand réalisateur, là c'est quelqu'un de télévision. Mais on se souvient aussi du travail sur Monsieur Foster, combien pèse votre bâtiment, hein, c'était fait par la télévision espagnole. Là, on a quelque chose qui est vraiment à la gloire de l'architecte danois, superstar et autres. Que pensez de ce film? D'abord, en rapport avec ce qu'il faut préciser sur le réalisateur, c'est que c'est lui qui avait réalisé un premier film dans lequel apparaissait Bjarke Ingels. C'était le film Playground, où il filmait un groupe de Yamazaki en train d'escalader le projet The Mountain. Et par ailleurs, c'est le mari ou le conjoint d'une architecte qui travaille à l'agence, donc il y a un lien quand même assez fort, ils se connaissent depuis très longtemps. Donc Schroeder a passé 6 ans aux côtés de Bjarke pour réaliser le film. Il y a 70 heures de rush, donc pour je ne sais pas exactement combien de temps dure le film, ça doit faire à peu près 60 minutes, j'imagine, peut-être un peu plus. Je trouve que c'est quand même un sacré gâchis, parce que passer 6 années auprès d'une personnalité telle que Bjarke Ingels, et voilà, on arrivait à ce résultat-là qui est complètement lisse, c'est dommage. Alors, il y a quand même forcément quelques parties intéressantes. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant, le retour aux origines. On le voit retourner dans la maison de ses parents, qui habite une maison moderniste. Quand il était petit, monter sur le toit et il s'était fait disputer par son père. Et il trouvait regrettable de ne pas pouvoir aller sur les toits terrasses. Et il explique que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, dans la plupart de ces bâtiments, il y a toujours un espace public. Enfin, en tout cas, sont des bâtiments qu'on peut parcourir et sont des bâtiments sur lesquels on peut investir les toitures. Mais bon,
voilà, ça fait quand même pas beaucoup par rapport au reste du film, qui n'arrive pas à saisir toute la richesse de l'architecture et toute la complexité du personnage. Alors moi j'ai trouvé que c'était pas tant sur l'architecture que sur la marque finalement, la marque. Donc là c'est Bjarke Ingels, mais on pourrait très bien mettre Nouvelle à la place ou Zaha Hadid. Je trouve que là c'est vraiment l'exemple ultime, puisque plusieurs années après sa mort, il existe aujourd'hui la marque Zaha Hadid. L'agence est dirigée par Schumacher sous le nom Zaha Hadid, et donc dans la course folle de concurrence entre les grandes métropoles, il y a toujours ce souhait d'avoir son Zaha Hadid alors qu'elle est décédée. Et donc finalement, on s'aperçoit dans ses pérégrinations, donc là principalement entre Copenhague où il a son agence principale et où son agence a été créée, et son agence de New York qui regroupe aujourd'hui 250 personnes. Finalement, dans les réunions avec ses partenaires, on voit que c'est pas si facile de créer la marque Ingels, et que le fait qu'il soit très souvent à New York, les clients ne font pas vraiment confiance à Copenhague. Donc là, il n'y a pas encore quelque chose qui est atteint. Et bon, alors après, voilà, il y a plein de choses qui sont à côté desquelles on passe. Enfin, il suffit de ressortir un peu, ne serait-ce que le bouquin Yes is More, pour se dire que le réalisateur, il est passé à côté de plein de choses. Enfin, Ingels, c'est quand même quelqu'un qui est de la génération Colas. Enfin, de toute façon, d'ailleurs, ça a été son seul patron. Il a été formé très brièvement chez Colas. Il est quand même resté qu'1 an. Donc, pour quelqu'un qui en est à ce niveau-là, aujourd'hui, là, on le voit donc avec Larry Silverstein, voilà, sans doute un de ses plus gros clients. En une année chez Colas, ça a suffi pour eux. C'est quelqu'un quand même d'extrêmement rapide, brillant. Il a quand même réussi à 43 ans à monter un empire. Et voilà, c'est quelqu'un qui est issu de la génération. Il a d'abord lu SMLXL avant de lire Le Corbusier. C'est quelqu'un qui a découvert, qui explique avoir découvert Le Corbusier à travers SMLXL. Et tout ça, c'est complètement gommé dans le film. Qui en plus, moi je trouve qu'il y a vraiment certains côtés que j'ai trouvé détestables. C'est cette espèce de suspense par rapport à son état physique. Donc on voit quand même, là c'est les côtés intéressants. On voit quand même que pour pratiquer à ce niveau-là, il faut quand même être sportif de grand niveau. Et donc à un moment donné il y a un suspense, est-ce qu'il a quelque chose au cerveau ou pas, donc on le voit à l'hôpital passer des IRM, donc ça j'ai trouvé que c'était quand même d'assez mauvais goût, hein, donc au finalement il a rien du tout. Et alors après ça part carrément en vrille quand il y a la rencontre avec sa future femme, donc on est très content pour lui, ils vont très bien ensemble, elle est ravissante, ils sont très bien. Mais voilà, on tombe vraiment dans le ridicule. Il ridiculise le personnage dans son rapport amoureux. Est-ce qu'il n'est pas ridicule avant le film? Moi, je trouve pas du tout. Ouais. Et en plus, alors, et au-delà de ça, pour avoir visité quand même pas mal de ces bâtiments, être allé à son agence, l'avoir interviewé, moi je trouve que ça fait partie quand même des gens les plus stimulants aujourd'hui, et qui a une production à questionner et que le film ne questionne pas, parce qu'aujourd'hui c'est quand même quelqu'un qui travaille pour WeWork, pour Google, etc. Donc ça on n'en parle pas, mais il y a quand même une production en logement, en grand bâtiment qui est absolument extraordinaire. En tout cas, on aura compris, c'est pas le portrait d'un architecte artisan, comme l'avait fait Wim Wenders à partir de Zumthor. On est là sur une superstar, j'allais dire. Et en effet, tu as parlé de Marc, je crois que c'est ce qui lui convient le mieux. Il me reste 2 minutes et demie. Oui, pardon. Juste un mot. Moi, j'ai vu le film aussi, qui a été d'ailleurs projeté ici. C'est pour ça que je l'ai vu ici, moi. Et c'est vrai, tu as raison de dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement déplaisant dans le film, c'est cette espèce de suspense à la tumeur cérébrale. C'est là, d'un seul coup, ça devient l'épine dorsale du film, et on suit. Oui, c'est ça. Alors, mais en même temps, il y a quelques images intéressantes, et qui sont celles qui sont probablement pas liées à ça, mais qui sont celles où on voit
Barge qui s'endort pendant les réunions. Et ça, c'est assez étonnant parce que on sent quand même qu'il est vraiment épuisé, quoi. Et alors, et ça, c'est pas mal. Quand même. C'est le seul truc que je trouve où il touche quelque chose, quoi. Mais par ailleurs, le plus intéressant, c'est vrai, c'est ce que tu dis, c'est le moment où les gens de Copenhague appellent New York en disant, écoute, c'est un problème, faut que tu reviennes parce que là, l'agence de Copenhague est en train de se casser la gueule parce que t'es pas là et on est en train de se foutre en l'air, quoi. Ça, c'est assez étonnant. Mais le film est très mauvais, très raté, incontestablement. Ouais, ça en dit pas mal aussi sur l'évolution de la profession, puisque là, on le voit en vélo, etc. C'est pas un notable. Oui. C'est pas un notable. Alors, c'est fait aussi, c'est lié au fait que ce soit un Danois, donc c'est pas du tout, pas du tout le même rapport c'est clair, au côté public. Non, mais on comprend rien de ça. Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête, comment il travaille. Enfin, on comprend rien du tout. C'est là où le film est raté, c'est-à-dire que ça raconte pas du tout le travail conceptuel de cet architecte. Alors, il me reste quelques minutes à peine pour vous parler d'un projet très très important à Copenhague, justement de l'équipe de Loma. Donc, il s'agit donc du Blocks qui abrite le Danish Architecture Center, l'équivalent de l'IFA, donc plus connu sous le nom de DAC, qui s'est implanté le long de cet ancien port en plein cœur de la ville. Donc, il s'est rapproché des instances politiques et très très importantes. Donc, c'était important pour l'architecture d'être en si bonne place. Et là commence un travail de Loma tout à fait intéressant, un concept. Pourquoi Blocks? C'est un bloc et des boîtes. Donc, box, ça fait Blocks. Au-delà du slogan, il y a un travail vraiment sur un immeuble pont. Un immeuble très très intéressant techniquement qui justement au lieu de refuser l'infrastructure va l'intégrer dans le bâtiment. C'est un bâtiment icône de la densité, on pourrait dire en même temps de l'intensité. C'est un manifeste sur le thème du multifonctionnel en même temps que celui de l'interaction. Au lieu de superposer tout simplement les fonctions, et bien justement le projet est de les mélanger avec des parcours à l'intérieur du bâtiment assez exceptionnels. C'est un travail sur l'infrastructure, je l'ai dit, un bâtiment pont avec des poutrelles de 30 mètres qui enjambe la route et surtout qui crée des espaces publics en dessous. L'entrée du DAC se fait par un sous-sol, ce qui est assez peu courant. Donc on voit là tous les parcours de la partie en rouge, c'est tout ce qui concerne l'IFA, appelons-le comme ça, l'IFA danois. Et donc au lieu d'avoir son plateau avec des grandes choses, eh bien il y a justement des éléments tout à fait intéressants qui dégagent des parcours le long de l'eau, en dessous la route et autres. Donc bref, une complexité assez exceptionnelle. Et dans les parcours, on pourrait dire muséal, il y a là, d'un seul coup, au détour d'un escalier, eh bien, on tombe sur un club de sport. Donc, on voit bien que là, le cerveau et les muscles sont ensemble, qu'il y a toujours ce mélange des fonctions, d'en faire une ville verticale extrêmement dense. Il y a 500 personnes qui travaillent dans ce bâtiment. Il y a des effets, c'est très cinématographique. C'est un bâtiment qui est coiffé, donc un couronnement de 32 logements. Bref, tout à fait intéressant avec ce système d'interaction permanente, des vues permanentes sur la ville, avec un auditorium qui, quand l'écran se lève, eh bien, on s'ouvre sur la ville. Bon, il avait déjà fait justement ce coup, si je puis dire, à Porto, mais là on voit bien que là aussi la ville est en spectacle, la ville elle rentre dans le bâtiment, il a utilisé des éléments d'infrastructure justement pour faire des murs de soutènement là pour retenir l'eau et autres. Il y a tout un travail technique extrêmement fort et tout ça pour dégager de l'espace public. Donc là aussi du free space absolument inattendu dans un bâtiment complexe qui en plus a un jardin d'enfants de l'autre côté. Donc il y a des fonctions le bâtiment il marche même quand les bureaux ne sont pas ouverts. C'est quand même très très intéressant à voir. C'est donc le nouveau lieu de l'architecture en Europe, s'appelle le DAC, et c'est sur cette image. Tout est pour l'architecture. Non, non, une seule partie est pour l'architecture. Il y a des bureaux. Alors, il y a ce qu'on appelle le Blocks Hub. Hein, on est très international là. Donc le hub, c'est en fait toutes les compagnies qui travaillent sur la question des villes meilleures. Donc il y a toutes les compagnies qui ont intérêt à réfléchir sur ces sujets-là, qui sont intégrées au lieu de diffusion de la culture architecturale. C'est assez intéressant, c'est-à-dire que le monde de l'économie, le monde de la politique
et autres sont là dans une sorte de catalyseur que l'équipe de REMCOLAS a parfaitement, et notamment Hélène von Loon, qui est donc la partenaire sur ce projet et qui l'a porté, vraiment à citer dans ce travail. C'est pas là que l'équipe du Grand... C'est pas là que l'équipe du Grand Paris doit s'installer? Alors, si le Grand Paris rejoint le Grand Copenhague, c'est tout un système de Scandinavie. On avait déjà Antoine Grimba qui voulait nous emmener au Havre. Pourquoi pas aller jusqu'à Copenhague? Moi, je trouve que, après tout, c'est pas mal. En tout cas, voilà un bâtiment absolument à visiter et dans toutes ses composantes. Et c'est très intéressant, encore une fois, ce thème de la complexité et de l'intensité. Il me reste à vous souhaiter une très très bonne soirée et remercier Christine Carbonnier et Martine Colombet qui ont préparé tout le programme de photos pour accompagner ces projections et suivre vos propos tant bien que mal, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la Biennale. En tout cas, merci et à très bientôt.